À la porte du mariage de mon fils, sa fiancée m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, sans baisser la voix, « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas invité. » J'avais payé chaque centime de cette fête, la salle, les fleurs, sa robe, absolument tout. Mais pour elle, je ne méritais même pas d'entrer. J'avais dans la poche une lettre que j'avais écrite pour Mathieu la veille au soir. Je voulais le serrer dans mes bras avant qu'il dise « Oui, je le veux ». Je voulais voir mon fils heureux, c'était tout. Mais elle m'a claqué la porte au visage comme si j'étais un démarcheur ambulant, comme si mon argent était le bienvenu, mais pas ma présence. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié. J'ai souri et j'ai dit calmement « Je suis venu accompagné d'un invité très spécial qui voulait vraiment te voir. » Elle a ri, pensant que je bluffais. Mais quand elle a vu qui se tenait derrière moi, elle est devenue blanche. Et tout le monde l'a remarqué. Si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous. Chaque jour, je partage une histoire qui pourrait être la vôtre. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et ce que vous ressentez en écoutant ça. Et surtout, écrivez votre prénom, parce que cette communauté se construit avec des visages et des noms réels, pas des écrans anonymes. Chaque commentaire compte. Chaque présence ici a de la valeur. La vôtre aussi. Mon nom est Georges Pelletier et j'ai 77 ans. Aujourd'hui c'est samedi le 15 octobre, il est 15h20. Je suis arrêté devant les portes vitrées du salon Lumière, sur le cours Gambetta, vêtu de mon costume 3 pièces bordeaux à fine rayure craie, celui que ma femme m'avait offert pour mes 70 ans. J'ai ciré mes chaussures ce matin jusqu'à ce qu'elles brillent. Je me suis rasé 2 fois pour ne laisser aucun poil de travers. Je porte une cravate bleu marine que Mathieu m'avait aidé à choisir il y a quelques années. Dans la poche intérieure de ma veste, soigneusement pliée, se trouve la lettre que j'ai écrite hier soir. 3 pages, encre bleue, mon écriture tremblante. Je suis arrivé 40 minutes en avance parce que je voulais voir mon fils entrer heureux dans cette salle. Je voulais le serrer dans mes bras avant qu'il dise « Oui, je le veux ». Mais quand je pousse la porte vitrée et que j'entre, elle est déjà là. Camille, la fiancée, me regarde comme si je venais de marcher sur quelque chose de sale qu'on aurait oublié de nettoyer. Elle porte cette robe blanche en dentelle que j'ai payée 4 000 €, la plus chère de la boutique. C'est elle qui l'avait choisie pendant que j'attendais assis dans un fauteuil en velours, la regardant essayer 5 modèles différents. « C'est la bonne robe, monsieur Georges », m'avait-elle dit avec un sourire parfait. Mathieu va pleurer en me voyant entrer. Maintenant, cette même robe brille sous les lumières de la salle. Ses épaules sont nues, bronzées, ses cheveux relevés en chignon haut, rouge à lèvres carmin, longs cils. Elle ressemble à une princesse, mais elle me regarde comme une reine regarde un mendiant. Elle fait 2 pas dans ma direction. Ses talons claquent fort sur le sol en marbre. Clac, clac. Chaque pas est une sentence. À moins d'1 mètre de distance, elle sourit. Mais ce n'est pas un sourire chaleureux. C'est froid, calculé. Et alors, sans baisser la voix, sans se soucier que 3 dames en chapeaux élégants se tiennent juste derrière moi, elle dit « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas invité. » Les mots tombent sur moi comme des pierres lourdes et tranchantes. Je sens l'air fuir mes poumons. Une des dames au chapeau ouvre la bouche, stupéfaite. Une autre baisse les yeux, gênée. La 3e continue simplement d'avancer vers l'intérieur comme si elle n'avait rien entendu. Mais moi, j'ai entendu chaque mot, chaque syllabe, chaque coup. Je regarde Camille dans les yeux. Je cherche quelque chose. Je ne sais pas quoi. De la honte, du regret, une excuse. Rien. Seulement ce sourire froid, ce regard qui dit « Je n'ai pas besoin de vous ici ». Je sens mes jambes trembler. Je serre les poings, les ongles s'enfoncent dans mes paumes. Je veux crier. Je veux lui dire que j'ai tout payé, que sans moi, ce mariage n'existerait pas, que les fleurs qui décorsent la salle, le groupe qui accorde ses instruments au fond, la robe qu'elle porte, tout, absolument tout, est sorti de mon compte. Mais je ne dis rien, parce qu'à cet instant je comprends quelque chose de pire. Ce n'était pas une erreur, c'était un ordre. Il y a 6 mois, Mathieu est venu chez moi un samedi après-midi. On a pris un café dans la cuisine, comme on fait toujours. Il remuait le sucre lentement, sans me regarder, jusqu'à ce qu'il finisse par dire « Papa, Camille et moi allons nous marier ». Il a souri.
Moi aussi. Je lui ai demandé quand. Il a dit que c'était dans 4 mois. Je lui ai demandé s'il en était sûr. Il a dit qu'il n'avait jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans sa vie. Et puis baissant la voix, il a ajouté. Elle a toujours rêvé d'un mariage parfait, papa. Mais on n'y arrive pas seul. On met de côté, mais ça ne suffit pas. Tu pourrais nous aider? Je l'ai regardé. J'ai vu mon fils. Cet homme de 32 ans qui avait étudié l'ingénierie, qui avait trouvé un bon emploi, qui s'était relevé seul après tant de chutes. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que c'est ce que font les pères. Ils aident, ils ne posent pas de questions, ils ne jugent pas, ils aident simplement. J'ai tout payé. Je n'ai jamais demandé qu'on me remercie. Je voulais seulement être présent. J'essaie de repérer Mathieu du regard. Je tourne la tête vers le fond de la salle. Je vois les chaises blanches parfaitement alignées par rangées de 10. Je vois les roses blanches que j'avais moi-même choisies avec le fleuriste, Monsieur Jacinto, un homme d'une 60aine d'années qui m'avait montré des photos de différents arrangements pendant qu'on prenait un café dans son atelier. Ce sont les plus élégantes, Monsieur Georges. Votre belle-fille sera ravie. Je vois les tables avec leurs nappes couleur ivoire, les centres de table avec des bougies dorées pas encore allumées. Je vois l'arche d'hortensia au fond, là où Mathieu et Camille sont censés prononcer leurs vœux. Tout est prêt, parfait, impeccable. Mais mon fils n'est pas là. Je ne le vois nulle part. Je regarde dans les couloirs latéraux. Rien. Vers l'entrée de la cuisine. Rien. Je sors mon téléphone. Je cherche son nom. J'appuie sur appeler. J'attends une sonnerie. 2, 3. Rien. Messagerie directe. Mathieu n'éteint jamais son téléphone. Jamais. Et à cet instant, je ressens quelque chose d'étrange dans l'estomac. Quelque chose qui n'est pas de la peur. C'est pire. C'est de la certitude. Camille fait encore un pas vers moi. Son parfum arrive fort, doux, écœurant. Jasmin ou peut-être gardénia, je ne sais pas, mais c'est trop. Ça me donne le vertige. Elle baisse légèrement la voix, mais pas assez. Les gens autour peuvent encore entendre chaque mot. C'est une célébration intime, Monsieur Georges. Nous ne voulons pas créer de... Elle prononce le mot suivant lentement, comme si elle l'expliquait à un enfant. D'embarras. Mais je sais ce qu'elle veut vraiment dire. Je suis l'embarras. Je suis l'erreur. Je suis le vieux qui a tout payé mais qui ne mérite pas d'être là. Un jeune serveur passe à côté de nous avec un plateau de coupes de champagne. Il regarde la scène. Baisse la tête. Continue d'avancer. Un autre invité, un homme en costume sombre, s'arrête à l'entrée, nous regarde, fronce les sourcils, puis continue comme si de rien n'était. Personne ne dit rien. Personne ne me défend. Je sens le sol s'ouvrir sous mes pieds. Je mets la main dans la poche de ma veste. Je touche l'enveloppe, la serre entre mes doigts. Papier épais. 3 pages pliées. Hier soir, j'ai passé 3 heures à écrire cette lettre. J'ai raconté à Mathieu des histoires de son enfance. Le moment où il m'avait demandé pourquoi sa mère n'était plus avec nous. Le jour où je lui avais appris à faire du vélo au parc de la Tête d'Or et où il était tombé 5 fois avant d'y arriver. Je lui avais dit que j'étais fier de lui, que je le serais toujours, que peu importe jusqu'où il irait dans la vie, il serait toujours mon fils, que rien ne pouvait changer ça. J'ai serré l'enveloppe jusqu'à sentir le papier se froisser et j'ai décidé une chose. Je n'allais pas me disputer. Je n'allais pas supplier cette femme de me laisser rester à un mariage que j'avais moi-même financé. Je n'allais pas lui offrir ce plaisir. Je n'allais pas m'humilier plus que je ne l'étais déjà. Parce que s'il y a une chose que ma femme m'a apprise avant de mourir, c'est que la dignité ne se négocie jamais. Je recule d'un pas, puis d'un autre. Camille me regarde sans ciller. Derrière elle, je vois le jeune serveur qui est passé tout à l'heure. Il est arrêté près d'une colonne, le plateau vide entre les mains. Il me regarde, et dans ses yeux je vois quelque chose qui me fait plus mal que les mots de Camille. Je vois de la pitié. Ce jeune homme a pitié de moi. Je baisse les yeux. Mes chaussures brillent sous les lumières de la salle. Je les ai cirées ce matin pendant 20 minutes. J'ai passé le chiffon encore et encore, jusqu'à voir mon reflet dedans. Je voulais être impeccable. Je voulais que Mathieu soit fier de son père. Maintenant, ces mêmes chaussures me portent vers la sortie. Je me souviens du jour où j'ai signé le contrat de cette salle il y a 4 mois. Le directeur, un homme à fine moustache et costume coûteux, m'avait traité comme un roi. Monsieur Pelletier, quel plaisir de travailler avec vous. Votre fils a beaucoup de chance. Il m'avait serré la main avec force, m'avait offert un café, m'avait montré chaque recoin de l'endroit avec fierté. Maintenant, cette même salle m'expulse, et personne ne dit rien. Je sors dans la rue.
Le soleil est encore haut, mais l'air est frais. Une légère brise souffle qui déplace mes cheveux. Il y a un banc en bois sous un vieux platane juste en face du salon. Je m'assieds. De là, je peux voir les grandes fenêtres du salon lumière. Je peux voir les lumières qui commencent à s'allumer à l'intérieur. Une par une, jaunes, chaudes. J'entends la musique des répétitions. Une guitare électrique, la frappe sèche d'une batterie, une voix féminine qui teste le micro. 1, 2, 3, ça passe? Ça passe. Tout passe. Tout continue. Le mariage aura lieu avec ou sans moi, comme si je n'avais jamais existé, comme si mon argent avait suffi mais pas ma présence. Une voiture passe devant moi. Un couple de personnes âgées marche main dans la main sur le trottoir. Une petite fille avec un ballon rouge court après sa mère. La vie continue. Mais moi, je suis resté figé sur ce banc, regardant ces fenêtres illuminées, sentant ma poitrine se serrer de plus en plus. Je reprends mon téléphone, j'appelle Mathieu. J'attends une sonnerie. 2, 3, 4, 5. Messagerie. J'essaie encore. Même résultat. Je raccroche. J'ouvre WhatsApp. Sa photo de profil est une image de lui et Camille enlacés à la plage. Il sourit. Il semble heureux. Je regarde la dernière connexion. Aujourd'hui, à 14h37, 40 minutes plus tôt. Son téléphone n'est pas éteint. Il ne veut simplement pas répondre. Ou il ne peut pas. Ou quelqu'un lui a dit de ne pas répondre. J'écris un message. Mathieu, je suis dehors devant le salon. J'ai besoin de te parler. C'est important. Envoyé. Une seule coche. Le message est parti mais n'est pas arrivé. Pas délivré. Je range mon téléphone, je me passe les mains sur le visage. Je sens ma peau rugueuse sous mes doigts. Je ne me suis pas bien rasé sur les joues. Il y a des poils qui ont échappé. Je me sens vieux, fatigué, seul. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens complètement seul. Et le pire, c'est que je ne sais pas pourquoi. Je reste là assis, regardant ces fenêtres illuminées. Je vois d'autres invités entrer. Une dame en robe verte, un homme tenant un enfant par la main, 2 jeunes femmes qui rient. Tous élégants, tous souriants, tous indifférents à ce qui vient de se passer. Et pour la première fois depuis des mois, je me pose une question que j'aurais dû me poser depuis le début. Qui est vraiment la femme que mon fils va appeler son épouse? Parce que la femme qui m'a expulsé de cette salle n'est pas la même que je croyais connaître il y a 1 an. Cette femme qui me souriait, qui m'interrogeait sur ma vie, sur mon travail, sur ma maison, qui semblait sincèrement intéressée. Maintenant je comprends. Ce n'était pas de l'intérêt, c'était un inventaire. Elle mesurait, calculait, évaluait ce qu'elle pouvait tirer de moi. Et moi j'ai été assez stupide pour ne pas m'en rendre compte. Ou peut-être que je n'ai pas voulu voir. Peut-être que je préférais croire que mon fils avait trouvé l'amour, parce que c'était plus facile que d'accepter la vérité. Je ferme les yeux. Je laisse les souvenirs revenir. Les 3 derniers mois ont été étranges. Mathieu m'appelait moins, beaucoup moins. Avant, on se parlait 3, 4 fois par semaine. Il me racontait son travail, ses projets, les petites choses du quotidien. Je lui demandais s'il avait bien mangé, s'il se reposait suffisamment. Ces choses que les pères demandent même quand leurs enfants sont adultes. Mais depuis que les préparatifs du mariage avaient recommencé, tout avait changé. Ses appels étaient devenus courts, secs. Sa voix semblait tendue, comprimée, comme si quelqu'un écoutait de l'autre côté. Je lui demandais « Comment avancent les préparatifs, mon fils ?» Et il répondait « Bien, papa, tout va bien. » Je demandais « Tu as besoin d'autre chose ?» Il disait « Non, papa, c'est bon. » Je demandais « Tu es nerveux ?» Il répondait « Un peu, papa, c'est normal. » Et alors j'entendais une voix en arrière-plan, toujours la même voix. Camille qui disait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Et Mathieu prenait congé rapidement. « Je dois raccrocher, papa, on se reparle. » Et il raccrochait trop vite. Maintenant, assis sur ce banc, je commence à comprendre. Ces interruptions n'étaient qu'au pas des hasards, c'était des ordres. Je me souviens de la dernière fois que je suis allé leur rendre visite. C'était il y a 2 semaines, un mercredi après-midi. J'ai sonné à la porte de leur appartement au 3e étage. Il y a eu des pas. La porte s'est ouverte. C'était Mathieu. Il portait une chemise blanche froissée, un jean, pieds nus. Il m'a regardé,
surpris. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai souri. « Je passais dans le quartier et j'avais envie de te voir. Je peux entrer ?» Il a hésité. Une seconde seulement. Mais j'ai vu cette hésitation, ce moment de flottement. Puis il a ouvert la porte plus grande. « Bien sûr, entre. » Je suis entré. L'appartement était sombre, les rideaux fermés, une odeur de vieux café et quelque chose de sucré, un parfum. Le parfum de Camille. Mais elle n'était pas là. Mathieu est resté debout dans l'entrée, les mains dans les poches. Camille est sortie. Elle a rendez-vous chez la manucure. Elle rentre tard. Je voulais rester, m'asseoir sur le canapé, boire quelque chose, parler comme avant. Mais Mathieu ne bougeait pas. Il me regardait juste, comme s'il attendait que je dise quelque chose et que je parte. Je me suis excusé. « Je ne veux pas te déranger, mon fils. » Il a secoué la tête. « Tu ne déranges pas, papa. » Mais son corps disait autre chose. Je suis parti 10 minutes après, et en descendant les escaliers de l'immeuble, j'ai eu le sentiment d'avoir rendu visite à un étranger. Voilà pour Camille Rousseau. Je l'avais rencontrée il y a 1 an. C'était lors d'un dîner de Noël que Mathieu avait organisé dans son appartement. J'étais arrivé tôt. J'avais apporté une bouteille de vin rouge achetée chez le caviste du coin. Mathieu avait ouvert la porte avec un immense sourire. « Papa, je veux te présenter quelqu'un de très spécial. » Et alors elle était apparue. Une robe rouge ajustée, talons hauts, cheveux lâchés sur les épaules, un sourire parfait, des dents blanches, des lèvres peintes. Elle est venue vers moi et m'a embrassé comme si elle me connaissait depuis toujours. « Monsieur Georges, Mathieu m'a tellement parlé de vous. Quel plaisir de vous rencontrer enfin. » Sa voix était douce, chaleureuse. Elle sentait la vanille, ou peut-être la cannelle. Quelque chose de sucré. Pendant tout le dîner, elle s'est assise à côté de moi, m'a posé des questions. « Quel était votre métier, monsieur Georges? Depuis combien de temps habitez-vous dans votre maison? Comment ça s'est passé d'élever Mathieu seul après le décès de votre femme? » J'avais pensé qu'elle était gentille, qu'elle était curieuse, qu'elle voulait vraiment me connaître. Maintenant, assis sur ce banc, je comprends. Ce n'était pas de la curiosité, c'était du calcul. Elle faisait un inventaire, évaluant ce que je valais. Et moi, comme un idiot, j'avais tout répondu avec le sourire. Je me lève du banc. Je ne peux pas rester assis là sans rien faire. Mes jambes sont engourdies. Je fais 2 pas. 3. Je traverse l'avenue. De l'autre côté, il y a un petit café qui s'appelle « Le Refuge ». Il y a des tables en bois et de grandes fenêtres qui donnent sur la rue. Je pousse la porte. Une clochette teinte au-dessus de ma tête. À l'intérieur, ça sent le café frais et le pain grillé. Il y a 3 personnes. Un jeune couple assis au fond, un monsieur qui lit le journal près de la fenêtre, et une serveuse d'une 30aine d'années qui me regarde depuis derrière le comptoir. « Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers ?» Je m'approche. « Un café allongé, s'il vous plaît. » Elle acquiesce. Je désigne une table près de la fenêtre, à côté du monsieur au journal. « Je peux m'asseoir là ?» Bien sûr, j'apporte ça. Je m'assieds. De là, je vois parfaitement l'entrée du salon lumière. Je vois les gens entrer. Je vois les portes vitrées qui m'ont expulsé il y a 20 minutes. La serveuse apporte mon café, le pose avec soin. Voilà. Je la remercie. Elle me regarde, et dans ses yeux je vois quelque chose. De la compassion, ou peut-être de la pitié, comme si elle savait que quelque chose ne tournait pas rond. Elle esquisse un sourire triste, et s'en va. Je prends une gorgée de café. Il est chaud, il me brûle la langue, mais je m'en fiche. J'ai besoin de ressentir quelque chose d'autre que ce mélange de colère et de tristesse qui me consume de l'intérieur. Je regarde par la fenêtre. Je vois d'autres invités arriver au salon. Un couple de personnes âgées élégantes, lui en costume noir, elle en robe couleur perle avec un collier de vraies perles. Ils marchent bras dessus bras dessous en montant les marches de l'entrée. Puis un groupe de jeunes femmes, 4 ou 5, toutes en robes colorées, bleu, rose, vert, jaune, qui rient et parlent fort. L'une d'elles porte un énorme cadeau emballé dans du papier argenté. Puis 2 hommes en costume sombre, cravate, montre qui brille. Tous entrent en souriant, tous se saluent, tous déposent leur cadeau sur une table installée près de l'entrée. Je n'en connais aucun. Pas un seul visage ne m'est familier. Il n'y a personne de ma famille, aucun de mes amis,
Pas même mon vieux camarade Bernard qui connaît Mathieu depuis qu'il avait 5 ans. Pas ma cousine Estelle, qui lui envoie un cadeau à chaque anniversaire. Personne. Seulement les invités de Camille, seulement ses gens à elle. Comme si Mathieu n'avait pas de passé, comme si je n'existais pas. Je me souviens du jour où on avait revu la liste des invités. C'était il y a 3 mois. Mathieu était venu chez moi un dimanche matin, avait apporté son ordinateur portable. On s'était installé à la table de la cuisine. Il avait ouvert un tableur. « Regarde, papa. Voilà la liste. » Il y avait des noms, beaucoup de noms. J'avais commencé à lire. Je n'en reconnaissais aucun. Aucun. J'avais demandé. Et mes cousins? Et Bernard? Et les gens du quartier? Mathieu s'était tu, puis avait répondu sans me regarder. C'est que Camille et moi voulons quelque chose d'intime, papa. Seulement des gens proches. J'avais acquiescé. Ça m'avait semblé raisonnable. J'avais cru qu'intime voulait dire famille, amis de toujours, les gens qui comptaient vraiment. Mais maintenant je vois cette salle se remplir d'inconnus, une salle pouvant accueillir 200 personnes. Ce n'est pas intime, c'est une production, une mise en scène, et j'ai payé chaque détail de cette mise en scène, chaque maudit centime. Mais mon nom n'est pas sur la liste des invités, comme c'est pratique, comme c'est parfaitement planifié. Mon téléphone sonne, mon cœur s'emballe. Je cherche le téléphone dans ma poche, le sors vite, regarde l'écran. Ce n'est pas Mathieu, c'est Bernard, mon vieux camarade. Je décroche. « Bernard, comment tu vas ?» Sa voix semble inquiète, grave. « Georges, comment ça se passe? La cérémonie a déjà commencé. » Je respire profondément. Je ne sais pas si je lui raconte tout, mais j'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai besoin que quelqu'un me dise que je ne suis pas en train de devenir fou. « Bernard, ils m'ont mis dehors. » Silence de l'autre côté. Puis, « Comment ça ?» Je lui raconte tout. Les mots de Camille, le regard des invités, le silence complice, la sensation d'avoir été utilisé. Je lui dis que j'ai tout payé, absolument tout, et que maintenant je suis assis dans un café en face du salon, regardant des gens que je ne connais pas entrer dans un mariage que j'ai financé. Bernard ne dit rien pendant un bon moment. J'entends sa respiration lourde de l'autre côté, et puis il me dit quelque chose qui me glace le sang. « Georges, j'ai besoin de te raconter quelque chose que j'ai entendu il y a 1 mois. Je ne t'en avais pas parlé parce que j'avais cru que c'était sans importance, mais maintenant je crois que si. » Je serre le téléphone contre mon oreille. « Dis-moi, Bernard, raconte. » Il respire profondément. Je l'entends se repositionner de l'autre côté. « Bon, tu connais Gustave, n'est-ce pas? Le patron de ce restaurant en centre-ville, le Bohème. »« Oui, je connais. Un bel endroit, assez cher. » Bernard continue. « Eh bien, Gustave m'a raconté quelque chose il y a environ 5 semaines. Il a dit qu'il avait vu Camille. Elle était dans son restaurant, assise à une table au fond, et elle n'était pas seule. Elle était avec un homme. Ce n'était pas Mathieu. Je sens le sol bouger sous mes pieds. « Quoi ?» Bernard continue. « Gustave m'a dit qu'il les avait entendus parler. Ils ne se disputaient pas exactement. C'était plutôt une négociation. Camille était irritée. Elle disait à cet homme qu'elle avait besoin de garantir son avenir, qu'elle n'allait pas rester avec quelqu'un qui ne pouvait pas lui offrir de stabilité, qu'elle avait besoin de certitude. Gustave m'a dit que l'homme s'était levé et était parti. Et Camille était restée là seule, à boire un verre de vin en regardant son téléphone. Pour Gustave, ça lui avait semblé étrange, mais il n'y avait pas attaché beaucoup d'importance. Il me l'avait raconté parce qu'il savait que je connaissais Mathieu. Moi non plus, je n'y avais pas prêté attention, jusqu'à maintenant. Je sens quelque chose se briser à l'intérieur de ma poitrine, pas de la surprise, pas du choc, de la certitude. La certitude que tous ces signes que j'avais vus ces derniers mois, tous ces signaux d'alarme que j'avais décidé d'ignorer, étaient réels. Camille n'aime pas Mathieu. Camille aime ce que Mathieu peut lui donner, ou plutôt, ce que moi je peux lui donner. Parce qu'au final, c'est moi qui ai mis l'argent. C'est moi qui ai financé ce rêve parfait. La salle, les fleurs, le groupe, la robe, le voyage de noces déjà payé, tout. Et maintenant qu'elle a ce qu'elle veut, je suis de trop. Je suis un obstacle. Une erreur à corriger rapidement avant que quelqu'un s'en aperçoive. C'est si simple,
si cruel, si évident. Comment n'ai-je pas vu ça avant? Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je serre ma tasse de café entre mes mains. Je sens la chaleur de la porcelaine brûler mes paumes. Mais je ne lâche pas. J'ai besoin de ressentir quelque chose, même si ça fait mal. Georges, tu es là? La voix de Bernard me sort de mes pensées. Je suis là, Bernard. Je suis là. Il y a un autre silence, long, pesant. Et puis mon vieux camarade me pose une question qui change tout. Georges, tu veux que je cherche à en savoir plus? Parce que Gustave a des caméras de sécurité dans son restaurant. Il y a peut-être des enregistrements de ce jour-là. On pourrait peut-être voir qui était cet homme. On pourrait peut-être aider Mathieu avant qu'il commette une erreur qu'il regrettera toute sa vie. Parce que toi et moi, on sait que si cette femme est capable de te mettre à la porte de ton propre mariage, elle est capable de tout. Je ferme les yeux. Je serre le téléphone contre mon oreille jusqu'à ce que ça fasse mal. Et pour la première fois en 77 ans, je prends une décision qui n'a rien à voir avec être gentil, compréhensif, accorder le bénéfice du doute à quelqu'un. Cette décision concerne la protection de mon fils. Même s'il ne veut pas être protégé, même s'il me déteste après, même si ça détruit tout. J'ouvre les yeux. Je regarde le salon. Toutes les lumières sont maintenant allumées. Je vois les silhouettes des gens qui bougent à l'intérieur. Je vois les ombres qui dansent contre les rideaux blancs. J'entends la musique plus forte. Le groupe joue déjà. Une mélodie douce, romantique. Tout est prêt pour le moment parfait, pour le conte de fées, pour le mensonge parfait. Je dis à Bernard avec une voix que je ne reconnais pas comme la mienne. Oui, Bernard, trouve tout ce que tu peux. J'ai besoin de savoir qui est cet homme. J'ai besoin de savoir ce qu'elle cache d'autre, et j'ai besoin de savoir maintenant. Bernard ne pose plus de questions. Il dit juste « Je t'appelle dans 1 heure. Reste là. » Et il raccroche. Et vous? Est-ce que vous auriez fait pareil? Si vous aviez tout payé et qu'on vous avait mis à la porte, est-ce que vous auriez cherché la vérité jusqu'au bout, même au risque de tout perdre? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Je reste à regarder mon téléphone. L'écran s'éteint. Je vois mon reflet dans le verre sombre. Un homme vieux, fatigué, ridé, les yeux rouges. Mais je vois aussi autre chose. Je vois de la détermination, de la colère, la volonté d'un père qui ne va pas rester assis pendant que son fils marche droit vers un précipice. Parce que s'il y a une chose que la vie m'a apprise, c'est que le silence ne résout jamais rien. Et je suis resté silencieux bien trop longtemps. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un message de Bernard avec un numéro et un nom. Kevin, son neveu qui travaille dans le marketing digital, s'est trouvé sur Internet des choses que les gens ordinaires ne trouvent pas. Dis-lui que tu viens de ma part. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai composé le numéro. Il a décroché à la 2e sonnerie, une voix jeune, rapide. Allô? J'ai expliqué qui j'étais. J'ai dit que Bernard m'avait passé son contact. J'ai raconté en quelques mots ce dont j'avais besoin. Des informations sur Camille Rousseau, tout ce qu'il pouvait trouver, réseaux sociaux, vieilles photos, n'importe quoi. Kevin n'a pas posé de questions. Il a juste dit « Envoyez-moi des photos d'elle, tout ce que vous avez, et donnez-moi 1 heure. » J'ai raccroché. J'ai cherché dans ma galerie les quelques photos que j'avais de Camille, et je les lui ai toutes envoyées. Puis je suis retourné regarder par la fenêtre du café. C'est alors que j'ai vu Mathieu, mon fils, descendre d'une voiture noire qui s'était arrêtée juste devant le salon Lumière. Il portait un costume bleu marine que je n'avais jamais vu, certainement neuf, acheté pour l'occasion. Ses cheveux étaient coiffés en arrière avec du gel. Il avait l'air plus vieux, il avait l'air nerveux. Il a ajusté sa cravate 2 fois avant de marcher vers l'entrée. Un ami à lui, que je reconnaissais vaguement, l'accompagnait. Il lui a donné une tape dans le dos, lui a dit quelque chose que je n'entendais pas, et Mathieu a souri. Mais ce n'était pas le sourire détendu de mon fils, c'était un sourire tendu, le sourire de quelqu'un qui essaie de se convaincre que tout va bien, mais dont les yeux disaient le contraire. J'ai voulu me lever, voulu courir jusqu'à lui, traverser la rue sans regarder, lui crier d'arrêter, de ne pas entrer dans cette salle, de ne pas commettre cette erreur, que Camille n'était pas celle qu'il croyait, que j'avais des preuves, que s'il te plaît il m'écoute. Mais je ne l'ai pas fait.
Je suis resté cloué sur ma chaise du café, les mains serrant la tasse vide parce que qu'est-ce que j'allais lui dire? Qu'est-ce que j'avais? Un commentaire de Bernard sur une rencontre dans un restaurant. Un soupçon, un pressentiment. Ce n'était pas suffisant. Si j'y allais maintenant, Mathieu me regarderait avec cette même pitié que j'avais vue dans les yeux du serveur. Il me dirait que j'exagérais, que Camille allait tout expliquer, que j'étais jaloux de le perdre. Non, j'avais besoin de preuves. J'avais besoin de quelque chose de solide, quelque chose qu'il ne pourrait pas nier. Mathieu a disparu à l'intérieur du salon. La porte vitrée s'est refermée derrière lui. J'ai senti à nouveau ce vide dans l'estomac. Je me suis souvenu du jour où il me l'avait présenté. C'était il y a 1 an et demi en fait. Il était venu chez moi un dimanche, avait sonné avec ce grand sourire qu'il avait enfant quand il venait d'obtenir quelque chose d'important. « Papa, je veux te présenter quelqu'un. » Elle était entrée derrière lui, élégante, assurée. Elle m'avait fait la bise. « Monsieur Georges, Mathieu m'a tellement parlé de vous. » On s'était installé dans le salon, on avait mangé des petits fours que j'avais achetés chez le traiteur du coin, et Mathieu m'avait regardé avec ses yeux pleins d'espoir en me disant « Papa, c'est la femme de ma vie. » J'avais voulu le croire. Dieu sait que j'avais voulu le croire. Mon téléphone a vibré si fort qu'il a failli tomber de la table. C'était Kevin. J'ai ouvert les messages. Il y avait 3 captures d'écran. La première était une photo de profil Instagram. Camille. Mais pas la Camille d'aujourd'hui. C'était d'une autre époque. Elle avait les cheveux plus courts, sur une plage, enlacée avec un homme grand aux épaules larges, portant des lunettes de soleil. Tous les deux souriants. La légende disait « Mon futur mari, je n'arrive pas à attendre de partager ma vie avec toi. » La date, 8 mois plus tôt. 8 mois? Bien avant que Mathieu me dise qu'il avait rencontré la femme de sa vie. J'ai senti l'air fuir mes poumons. La deuxième capture montrait une autre photo. Camille et le même homme, cette fois dans un restaurant chic. Elle portait une robe noire, lui un costume gris. Ils trinquaient avec des coupes de vin. Un commentaire en dessous disait « Quel beau couple, c'est pour quand le mariage ?» Et Camille avait répondu avec un emoji cœur. Je suis passé à la 3e capture. C'était un profil Facebook. Le nom de l'homme était enfin là. Étienne Moreau, architecte, 39 ans. Il travaillait au cabinet Moreau et Associés. Il habitait dans la même ville, à moins d'une demi-heure de là où j'étais assis. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un schéma. Un autre message de Kevin. « Monsieur Georges, j'ai trouvé autre chose. J'ai cherché dans des groupes Facebook. Il y a un commentaire d'une amie de Camille datant de 6 mois. « Amie, qu'est-ce qui s'est passé avec Étienne? Je croyais que vous alliez vous marier. » Et Camille avait répondu « Les choses n'ont pas marché. Il n'était pas prêt à passer à l'étape suivante. » Mais il y a un autre commentaire d'une autre personne qui dit « J'ai entendu dire que vous lui avez demandé de l'argent et qu'il a refusé. C'est vrai ?» Camille a supprimé ce commentaire, mais il reste dans le cache. J'ai lu le message 3 fois. Chaque fois, ça faisait plus mal. « Tu lui as demandé de l'argent? Il a refusé? » Après ça, elle avait disparu et était réapparue avec Mathieu. Avec mon Mathieu. Avec le fils d'un homme qui avait une maison payée, des économies, qui avait travaillé toute sa vie, qui était veuf, qui était seul. Comme j'avais été parfait pour elle, j'ai cherché le profil d'Étienne Moreau sur Facebook. Il était actif. Son dernier post datait d'hier. Une photo d'un projet architectural que son cabinet était en train de construire. Il avait l'air sérieux sur sa photo de profil, les yeux clairs, la mâchoire carrée. Il semblait quelqu'un de prospère, quelqu'un avec de l'argent, quelqu'un qui apparemment n'avait pas été assez naïf pour donner à Camille ce qu'elle demandait. Contrairement à moi, j'avais été le pigeon parfait, le beau-père généreux, le vieux solitaire désespéré de voir son fils heureux. Tellement désespéré que je n'avais pas posé les bonnes questions, que je n'avais pas vu les signaux, que j'avais tout payé sans questionner. Kevin m'a réécrit « Monsieur Georges, si vous voulez, je peux continuer à chercher. Mais ce que je vous ai envoyé est déjà très clair. Elle était avec cet homme il y a moins d'1 an. Elle lui a demandé de l'argent. Il a dit non. Elle l'a quitté. Maintenant, elle est avec votre fils et vous avez payé le mariage. Ce n'est pas moi qui vais vous dire quoi faire, mais si c'était ma famille, je voudrais qu'ils sachent la vérité. » Je respirais profondément. Kevin avait raison. C'était suffisant. Mais pas seulement pour moi. J'avais besoin que Mathieu voie. Que Mathieu sache. Et la seule façon qu'il croie,
c'était d'amener Étienne. Que Mathieu l'entende de sa bouche, qu'il voie qu'il n'était pas le premier, qu'il ne serait peut-être pas le dernier. J'ai pris une gorgée de café, désormais froid. Il avait un goût amer, amer comme tout ce que je découvrais. J'ai regardé de nouveau le salon lumière. Maintenant la musique était plus forte. Des rires, des applaudissements. Le mariage commençait. Mon fils était sur le point de commettre la pire erreur de sa vie. Et moi j'étais assis là, dans un café de l'autre côté de la rue, avec un téléphone plein de preuves et sans savoir comment l'arrêter. Mais alors quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse, c'était de la clarté. Pour la première fois depuis des mois, je savais exactement ce que j'avais à faire. Et je m'en fichais que Mathieu me déteste après. Je m'en fichais que Camille me fasse passer pour un fou. Je ne me fichais plus de rien, sauf de sauver mon fils. J'ai écrit à Kevin. J'ai besoin de l'adresse du cabinet d'Étienne Moreau. Maintenant. Il a répondu en 30 secondes. Rue de la République, 847, 3e étage, à 20 minutes en voiture. Je me suis levé de ma chaise, j'ai laissé quelques billets sur la table, plus que le prix du café. Je suis sorti dans la rue, le soleil était déjà plus bas. J'ai calculé qu'il restait 1 heure avant la cérémonie. 1 heure pour trouver cet homme, 1 heure pour le convaincre de venir avec moi, 1 heure pour changer le destin de mon fils. J'ai arrêté un taxi au coin de la rue. C'était une vieille voiture aux sièges usés qui sentait la cigarette. Le chauffeur était un homme d'une 50aine d'années avec une barbe de quelques jours et une casquette. Je lui ai donné l'adresse. Rue de la République, 847. Et j'ai besoin que vous alliez vite, s'il vous plaît. Il m'a regardé dans le rétroviseur. Il a vu mon costume froissé, mes yeux fatigués, mon expression désespérée. Il n'a rien demandé. Il a juste acquiescé. Compris, monsieur. Et il a accéléré. La voiture s'est engagée dans la circulation de l'après-midi. Je regardais par la vitre sans vraiment voir quoi que ce soit. Je pensais seulement à ce que j'allais dire à cet homme, à Étienne Moreau, un inconnu qui ne me devait rien. Un homme qui voulait probablement oublier tout ce qui avait un rapport avec Camille. Comment allais-je le convaincre? Je ne savais pas, mais je devais essayer. Nous sommes arrivés en 18 minutes. L'immeuble du cabinet Moreau et Associés était moderne, en verre sombre et acier. Il se trouvait dans une zone commerciale pleine de bureaux et de restaurants. J'ai payé le chauffeur, je suis descendu. J'ai respiré profondément. J'ai senti le poids de la lettre pour Mathieu, encore dans ma poche. Je suis entré dans l'immeuble. L'air conditionné m'a frappé le visage. C'était un hall spacieux, avec un sol en marbre et des plantes décoratives. Au fond, un comptoir d'accueil. Une jeune femme d'une 20aine d'années, les cheveux attachés en queue de cheval, m'a regardé avec un sourire professionnel. « Bonsoir, je peux vous aider ?» Je me suis approché. J'ai essayé de paraître calme. J'ai essayé de ne pas avoir l'air d'un fou. « J'ai besoin de parler à monsieur Étienne Moreau. C'est urgent. » La réceptionniste a regardé son ordinateur. « Vous avez rendez-vous ?» J'ai secoué la tête. « Non, mais c'est très important. C'est une affaire personnelle. » Elle a froncé les sourcils. « Je suis désolé, monsieur. Monsieur Moreau ne reçoit pas sans rendez-vous. Si vous voulez, je peux planifier une réunion pour la semaine prochaine. » Je l'ai interrompu. Je savais que c'était impoli, mais je n'avais pas le temps. « Dites-lui que je viens pour parler de Camille Rousseau. Dites-lui ça, et il voudra me recevoir. » La réceptionniste m'a regardé avec méfiance, a pris le téléphone, a composé un numéro interne, a attendu. « Monsieur Moreau, excusez-moi de vous déranger. Il y a un monsieur ici qui dit avoir besoin de vous parler. Il dit que c'est au sujet de Camille Rousseau. » Il y a eu un silence. Puis j'ai entendu une voix masculine de l'autre côté, mais je n'ai pas compris ce qu'elle disait. La réceptionniste a raccroché. « Il descend. » J'ai attendu debout près des plantes. 5 minutes ont semblé 1 heure. Puis j'ai entendu l'ascenseur s'ouvrir. Un homme est sorti, grand, en costume gris foncé, chemise blanche sans cravate, cheveux noirs coiffés en arrière, lunettes à monture fine. C'était lui, Étienne Moreau. Il ressemblait aux photos. Élégant, sérieux, avec cette tête de quelqu'un qui a appris à ne pas faire confiance facilement. Il m'a regardé de haut en bas. Ses yeux étaient refroidis. « C'est vous qui avez demandé à me voir ?» J'ai acquiescé. « Oui, c'est moi. » Il s'est approché, n'a pas tendu la main. « Qui êtes-vous » Sa voix était grave, contrôlée.
Mais il y avait quelque chose dans le ton. Quelque chose qui sonnait comme une alerte, une défense, comme si ce nom l'avait encore touché quelque part. Mon nom est Georges Pelletier. Je suis le père de l'homme qui va l'épouser aujourd'hui, en ce moment même, et je crois que vous savez quelque chose que j'ai besoin d'entendre. Étienne m'a dévisagé. Ses yeux se sont plissés. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait me renvoyer, qu'il ne voulait rien savoir de tout ça. Mais alors quelque chose a changé dans son expression, comme s'il venait de réaliser ce que je venais de lui dire. Elle se marie aujourd'hui ? J'ai acquiescé. Dans 1 heure, peut-être moins. Étienne a passé la main sur son visage, a regardé le sol, puis moi. Viens avec moi. Il a marché vers une porte latérale. Il l'a ouverte. C'était un petit café interne à l'entreprise. Table ronde, machine à café, fenêtre donnant sur la rue. Il était vide. On s'est assis. Étienne a croisé les bras sur la table. Son langage corporel était fermé, défensif. « Qui êtes-vous vraiment » a-t-il redemandé, comme s'il ne me croyait pas encore. J'ai sorti mon portefeuille, montré ma carte d'identité. Georges Pelletier, 77 ans. Puis j'ai montré une photo que j'ai toujours avec moi. Mathieu et moi à sa remise de diplôme il y a 5 ans. Tous les deux souriants. Étienne a regardé la photo, puis m'a regardé. « Et alors ? Quel rapport avec Camille et moi ?» J'ai respiré profondément. « Parce que vous étiez avec elle il y a moins d'1 an. Vous étiez fiancés, ou du moins c'est ce qu'elle disait. Et puis quelque chose s'est passé, et elle a disparu. Et maintenant, elle est avec mon fils. Et j'ai tout payé pour ce mariage, chaque centime. Et aujourd'hui, elle m'a mis à la porte du salon. » Étienne n'a rien dit pendant un moment. Il me regardait comme s'il décidait s'il pouvait me faire confiance. Ou peut-être décidait-il s'il voulait revivre quelque chose qu'il avait essayé d'oublier. Il a finalement dit « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Mais sa voix semblait fausse, nerveuse. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré les captures d'écran que Kevin avait envoyées, les photos de Camille avec lui, les commentaires, les dates. Étienne a regardé l'écran. Son visage a changé. Il est devenu pâle, a fermé les yeux, a respiré profondément. Et quand il les a rouverts, il n'y avait plus de défense dans son regard. Seulement de la fatigue, et peut-être un peu de douleur. « Où vous avez trouvé ça ?» Sa voix était presque un murmure. « J'ai un ami qui sait chercher des choses sur Internet. Il a trouvé tout ça en moins d'1 heure. Camille avait supprimé les photos de son profil, mais pas de partout. » Étienne a regardé fixement l'écran. J'ai demandé « Ce n'était pas une relation courte, n'est-ce pas ?» Il a secoué la tête lentement. « Non, ce n'était pas court. On a été ensemble presque 1 an. On s'est rencontrés à une conférence d'architecture. Elle travaillait dans l'événementiel. Elle était charmante, intelligente, drôle. Je suis tombé amoureux comme un idiot. » Il a retiré ses lunettes, s'est frotté les yeux. J'ai cru que c'était réel, j'ai cru qu'elle m'aimait. Mais elle a commencé à me poser des questions. Sur ma famille, sur mes investissements, sur mes biens. Et moi je trouvais ça normal. Je croyais que les gens qui s'aiment se parlent de ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Étienne a remis ses lunettes. Elle m'a demandé d'accélérer le mariage. Elle voulait qu'on se marie avant la fin de l'année. J'ai dit qu'on avait le temps, qu'on n'était pas pressé. Mais elle insistait. Un jour, elle m'a dit qu'elle voulait tout mettre au nom des deux. La maison, les comptes, tout. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit que c'était normal entre 2 personnes qui s'aimaient, que c'était une preuve de confiance. J'ai dit non, que l'amour n'avait rien à voir avec des contrats ou des biens, que si on se mariait, ce serait par amour, pas pour des intérêts. Étienne a fait une autre pause. Sa voix s'est durcie. La semaine suivante, elle a disparu, m'a bloqué, a supprimé toutes nos photos comme si on n'avait jamais existé. J'ai frissonné. C'était exactement ce que j'avais suspecté, mais l'entendre de sa bouche, c'était différent. C'était réel, c'était concret. Mon fils est sur le point de l'épouser, ai-je dit. Et j'ai tout payé, la salle, les fleurs, la robe, tout. Elle m'a mis dehors aujourd'hui à l'entrée. Elle a dit que je n'étais pas invité, et mon fils ne sait rien de tout ça. Il ne sait pas qui elle est, vraiment. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé par là même, quelqu'un qui est sur le point de vivre ce qu'il risque de vivre. Étienne m'a regardé. « Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» J'ai soutenu son regard.
Je veux que vous veniez avec moi. Je veux que vous racontiez à mon fils ce que vous venez de me raconter. Je veux qu'il voie, qu'il sache que ce n'est pas de l'amour, que c'est un schéma. Je veux le sauver avant qu'il soit trop tard. Étienne s'est levé de sa chaise, a marché jusqu'à la fenêtre, et resté là à regarder la rue. Une longue minute s'est écoulée. Je n'ai rien dit. J'ai simplement attendu. Finalement, il s'est retourné. « Vous êtes fou. Vous voulez que j'aille à un mariage pour tout faire capoter? Qu'est-ce que j'y gagne? J'ai déjà vécu ça. J'ai déjà souffert. J'ai tourné la page. Pourquoi est-ce que je reviendrais vivre tout ça? » Je comprenais. Je comprenais sa peur, sa résistance. Mais je comprenais aussi autre chose, que c'était la seule personne au monde qui pouvait faire comprendre à Mathieu. Alors j'ai dit la seule vérité que je pouvais dire. Parce que si vous ne venez pas, mon fils va commettre la même erreur que vous avez failli commettre, et il va perdre des années de sa vie avec quelqu'un qui ne le voit que comme un chiffre sur un compte en banque. Et quand il s'en rendra compte, il sera trop tard. Est-ce que vous pouvez vivre avec ça? Si vous êtes encore là à m'écouter, je vous admire. Parce que ce que vous allez entendre maintenant, c'est la partie dont personne ne parle jamais. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous pensez que j'ai eu raison de ne pas baisser les bras. Allez, je vous mets au défi. Vous n'oserez pas. Étienne a rangé son ordinateur portable dans sa sacoche, m'a regardé avec ses yeux fatigués, comme s'il avait raconté cette histoire trop de fois dans sa propre tête. « Monsieur Pelletier, je vous accompagne, mais à une condition. » Il s'est levé, a ajusté sa cravate, a respiré profondément. « Je raconterai seulement ma vérité. Je ne vais rien détruire qui ne soit déjà cassé. Si votre fils décide d'aller de l'avant après m'avoir entendu, je pars sans dire un mot de plus. Compris? » J'ai acquiescé. Je ne pouvais pas demander davantage. Cet homme ne me devait rien. Il ne connaissait pas Mathieu. Il ne me connaissait pas, mais il avait décidé de venir parce qu'au fond, il savait qu'aucun homme ne mérite d'épouser un mensonge. J'ai payé le café, laissé un pourboire, et on est sortis ensemble vers le salon Lumière. Le soleil s'était mis à descendre. Les ombres des platanes s'allongeaient sur le bitume. On a marché en silence. Je marchais 2 pas en avant, les mains dans les poches de mon pantalon, sentant le poids de la lettre encore gardée là. Étienne marchait derrière, les yeux sur son téléphone, regardant probablement ses captures d'écran qu'il avait gardées comme preuve de quelque chose qu'il préférait oublier. Quand on est arrivé devant le salon, l'entrée était pleine de monde. D'autres invités étaient arrivés. J'entendais des rires, j'entendais de la musique en fond sonore. Je voyais un photographe ajuster son appareil près de l'arche de fleurs. Tout était en place. La cérémonie était sur le point de commencer. Et moi j'étais là, arrêté comme un fantôme dans ma propre histoire, avec un inconnu à mes côtés qui était la seule personne prête à dire la vérité. J'ai sorti mon téléphone, j'ai cherché le contact de Mathieu. J'ai appuyé sur appeler. Cette fois, je n'allais pas raccrocher s'il ne répondait pas. Cette fois, j'allais insister jusqu'à ce qu'il entende ma voix. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, et alors quelqu'un a décroché. Mais ce n'était pas Mathieu. C'était une voix de femme, douce, suave, mais avec un ton qui ne laissait pas de place à la réplique. « Allô ?» Je suis resté muet 1 seconde. « Qui est à l'appareil ?» ai-je demandé en essayant de contrôler le tremblement de ma voix. Il y a eu une courte pause. Étienne, elle a répondu avec tout le calme du monde. « Mathieu s'occupe des derniers détails. Je suis Isabelle, la marraine de Camille. Je peux vous aider, monsieur Georges ?» Isabelle. Le nom m'a frappé comme une pierre. Je la connaissais. Bien sûr que je la connaissais. C'était cette femme d'une 50aine d'années, les cheveux courts teints en blond, toujours habillée avec élégance, toujours avec un verre de vin à la main lors des réunions de planification, toujours souriante, toujours en train de poser des questions. Une méfiance immédiate m'a envahi, comme un frisson qui m'a parcouru le dos. « J'ai besoin de parler à Mathieu », ai-je dit en essayant de paraître ferme. « C'est urgent. » Isabelle a ri. Pas d'un rire faux. D'un rire de quelqu'un qui sait exactement ce qui se passe et qui savoure chaque seconde de contrôle. « Ah, monsieur Georges, je comprends que vous soyez inquiet. Les pères sont toujours très émus lors des mariages. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. On ne veut pas de... » Elle a laissé le mot flotter. « D'esclandre, n'est-ce pas? Ce mot.
Esclandre. Comme si j'étais le problème. Comme si mon inquiétude pour mon fils était une exagération qui méritait d'être ignorée. J'ai serré le téléphone fort. Ce n'est pas un esclandre, Isabelle. J'ai besoin de lui parler maintenant. C'est important. Ma voix est sortie plus haute que je ne voulais. Étienne m'a regardé de là où il se tenait, quelques mètres derrière. Je pouvais voir sur son visage qu'il reconnaissait cette tactique, ce ton condescendant, cette façon de vous faire sentir fou pour avoir voulu quelque chose d'aussi simple que parler à votre propre fils. Isabelle a soupiré de l'autre côté de la ligne. « Monsieur Georges, Mathieu m'a spécifiquement demandé de ne pas le déranger avant la cérémonie. Il se concentre. Laissez-le profiter de son jour, d'accord ?» J'allais insister, j'allais crier s'il le fallait. Mais avant que je puisse dire un mot de plus, j'ai entendu un clic. Elle avait raccroché. Comme ça, sans autre forme de procès. Je suis resté là, le téléphone collé contre mon oreille, à entendre le silence mort d'une communication qui n'existait plus. La colère est montée dans ma gorge comme du feu liquide. Chaque seconde de ce silence me brûlait plus que n'importe quelle insulte. J'ai regardé Étienne. Il a secoué lentement la tête, comme s'il avait déjà vu cette scène, comme s'il reconnaissait chaque mouvement de ce jeu pervers. Il s'est approché de moi et, d'une voix basse, presque un murmure, m'a dit quelque chose qui confirmait ce que je savais déjà. Elle la protège. Elle n'est pas seule là-dedans. Elles ont un système. Et vous, monsieur Georges, vous êtes l'ennemi du système. J'ai rangé le téléphone, je me suis passé les mains sur le visage, j'ai essayé d'organiser mes pensées. Isabelle. Combien de fois l'avais-je vue ces derniers mois? Elle était présente à toutes les réunions de planification. Toutes. La première fois qu'on s'était retrouvé avec le directeur du salon, elle était là, assise à côté de Camille, en train de noter des choses dans un carnet noir. Quand on était allé voir les options du menu avec le traiteur, elle était encore là, donnant son avis sur les plats, suggérant qu'on prenne le forfait le plus cher parce qu'un mariage n'arrive qu'une fois. Quand j'avais signé le contrat avec la fleuriste, Isabelle vérifiait les bons de commande, s'assurait que tout était en ordre, toujours dans les parages, toujours à donner son avis, toujours à contrôler. Et alors je me suis souvenu d'autre chose. C'était il y a 2 mois. On était dans l'appartement de Mathieu pour revoir les derniers détails du budget. Camille était dans la cuisine à faire du café. Isabelle s'est assise à côté de moi sur le canapé, m'a posé la main sur le bras, m'a regardé avec ses yeux qui semblaient compatissants et m'a dit « Quelle chance Camille a d'avoir un beau-père aussi généreux, monsieur Georges. Tous les pères ne feraient pas ce que vous faites. » Elle a souri. Mais ses yeux n'ont pas souri. Il y avait quelque chose de froid dans ce regard, quelque chose de calculateur. Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention. J'avais cru que c'était un compliment. Maintenant, je comprenais que c'était un inventaire. Elle évaluait jusqu'où ma générosité pouvait aller. Étienne a allumé une cigarette, a tiré une longue bouffée, a soufflé la fumée vers le ciel qui commençait à s'assombrir. « Vous savez ce qui est le pire dans tout ça ?» m'a-t-il demandé sans me regarder. « Ce n'est pas qu'elles vous utilisent, c'est qu'elles le font si bien qu'elles arrivent presque à vous convaincre que vous avez tort, que c'est vous le paranoïaque, le contrôlant, celui qui n'arrive pas à lâcher prise. » Il m'a regardé dans les yeux. « Mais vous n'avez pas tort, monsieur Georges. Je suis passé par là et quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. J'avais perdu du temps, de l'argent, ma dignité. Ne laissez pas votre fils perdre les mêmes choses. » À cet instant, j'ai su. Ce n'était pas seulement Camille. Quelqu'un tirait les ficelles, et j'étais sur le point de faire capoter leur plan parfait. On est retourné au café. J'avais besoin de m'asseoir. J'avais besoin de réfléchir. Étienne a commandé un autre café noir sans sucre. Moi, j'ai demandé de l'eau. Je n'arrivais plus à avaler quoi que ce soit de plus fort. On s'est installé à la même table qu'avant, près de la fenêtre, d'où on voyait l'entrée du salon. Les invités continuaient d'arriver. La cérémonie allait commencer dans moins d'une demi-heure. Le temps m'échappait des doigts. Étienne a rouvert son ordinateur portable, m'a montré d'autres captures d'écran, d'autres conversations, d'autres preuves. Et puis il a commencé à parler avec ce calme que seule la distance dans le temps peut donner. « Monsieur Georges, je dois vous dire quelque chose sur Isabelle, quelque chose que j'ai découvert trop tard. » Il s'est passé la main dans les cheveux, a respiré profondément. Elle n'est pas seulement la marraine de Camille, elle est sa complice. Il a laissé ce mot flotter entre nous. Complice, pas amie, pas confidente. Complice. Quand j'étais avec Camille, Isabelle était toujours dans les parages.
Au début, je croyais que c'était normal, que c'était des amis proches, mais j'ai commencé à remarquer des choses. Isabelle me posait des questions, beaucoup de questions, sur ma famille, mes investissements, mes biens. Elle m'a un jour demandé si j'avais des frères et sœurs, si mes parents étaient encore en vie, s'il y avait un héritage en suspens, si j'étais fils unique, si mon appartement était à moi ou en location. Elle faisait ça de façon désinvolte, comme si elle parlait de n'importe quoi. Mais je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose de plus derrière, quelque chose que je n'arrivais pas à voir, mais qui était là, caché, en attente. J'ai frissonné, parce qu'Isabelle m'avait posé exactement les mêmes questions. Exactement les mêmes. Je me suis souvenu de cet après-midi dans l'appartement de Mathieu, pendant qu'on prenait un café. Isabelle s'était assise en face de moi avec un sourire sympathique. « Monsieur Georges, vous habitez seul ?» J'avais dit oui. « Et vous n'avez pas d'autres enfants en dehors de Mathieu ?»« Non, seulement Mathieu. »« Et votre maison est grande ?»« Oui, 3 chambres. »« Ça doit être difficile de s'occuper d'une si grande maison tout seul. »« Un peu, mais je me débrouille. » Maintenant, en écoutant Étienne, je comprenais que ce n'était pas de la curiosité. C'était un interrogatoire déguisé en conversation amicale. Elle dressait une cartographie de ma vie, de mes biens, de mes points faibles. Étienne a continué. Un jour, je suis allé chercher Camille chez elle. C'était tôt, elle ne m'attendait pas. J'ai sonné, personne n'a répondu, mais la porte était entr'ouverte. Je suis entré. J'ai entendu des voix dans la cuisine. C'était Camille et Isabelle. Elles parlaient à voix basse, mais j'étais assez près pour entendre. Isabelle disait « Celui-là n'a pas autant que le précédent, mais c'est quand même bien. Si tu joues bien tes cartes, tu peux en tirer au moins l'appartement et un peu d'argent avant la première année. » Et puis Camille a ri. Pas un rire nerveux, un rire de complicité. Comme 2 personnes qui partagent une blague privée, comme 2 personnes qui exécutent un plan. J'ai fermé les yeux. J'ai senti que tout autour de moi tournait. La colère, la douleur, l'impuissance, tout se mêlait dans ma poitrine comme un tourbillon que je n'arrivais pas à maîtriser. J'ai pensé à Mathieu, à mon fils, à ce jeune homme bien qui travaillait 12 heures par jour au bureau, qui se donnait du mal pour rendre cette femme heureuse, qui m'avait demandé de l'aide les yeux pleins d'espoir. Et j'ai pensé à Camille et Isabelle, assises dans une cuisine à rire pendant qu'elles planifiaient comment lui soutirer jusqu'au dernier centime. Comment pouvait-il exister des gens comme ça? Comment arrivait-il à dormir la nuit en sachant le mal qu'il faisait? Je ne comprenais pas, et je ne comprendrais peut-être jamais. Mais ce que je savais, c'est que je n'allais pas rester les bras croisés. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé Étienne. « Et qu'est-ce que tu as fait quand tu as entendu ça ?» Il a baissé les yeux. « Rien. Je suis sorti de l'appartement sans faire de bruit. Je suis rentré chez moi et pendant 2 semaines je n'ai rien dit. J'espérais que c'était un malentendu, que ça avait une explication logique. Mais ça n'en avait pas. Alors un jour je lui ai demandé directement, je lui ai dit qu'on devait parler de notre avenir, de projets concrets, de ce qu'elle attendait de nous. Et c'est là que tout a changé. Elle s'est refroidie, m'a dit que j'étais trop contrôlant, que je ne lui faisais pas confiance, que si je continuais comme ça ne valait pas la peine de continuer. 1 semaine plus tard, elle avait disparu, numéro bloqué, toutes les photos effacées, comme si elle n'avait jamais existé. Ma seule parole ne suffit pas, ai-je dit. Mathieu a besoin de voir, a besoin d'entendre de ta bouche, a besoin de sentir ce que je ressens en ce moment. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, j'ai regardé le salon, j'ai regardé les lumières, j'ai regardé les gens entrer, et j'ai senti que j'étais dans une course contre le temps, contre le mensonge, contre un système parfaitement monté pour détruire des hommes comme mon fils, comme Étienne, comme moi. Des hommes qui voulaient seulement aimer et être aimés, des hommes qui faisaient trop confiance, des hommes qui croyaient que l'amour suffisait. Mais l'amour ne suffit jamais quand l'autre ne voit que des chiffres, que des opportunités, que du profit. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Kevin. « Monsieur Georges, j'ai trouvé autre chose. Regardez ça. » Il avait envoyé des captures d'écran Instagram, de vieilles photos. Camille avec un autre homme 2 ans plus tôt. Même pose, mêmes endroits. Sur une photo, ils étaient sur une plage, enlacés, souriants. La légende disait « Avec l'amour de ma vie, pour toujours ». Sur une autre photo, ils étaient dans un restaurant chic. Camille portait une robe rouge. L'homme avait le bras autour d'elle,
Légende. Fait-on notre avenir ensemble? J'ai zoomé sur l'image. J'ai regardé le visage de l'homme. Je ne le connaissais pas, mais la scène me semblait douloureusement familière. Les mêmes promesses, les mêmes mots, le même scénario. J'ai montré les photos à Étienne. Il a regardé en silence, puis a lentement acquiescé. C'est un schéma. Sa voix semblait fatiguée, résignée. On n'est pas des personnes pour elle. On est des chiffres sur une liste, des dossiers qu'elle ouvre et ferme. Et Isabelle fait la comptabilité. Il s'est passé les mains sur le visage. Tu sais combien d'autres hommes ont dû exister avant nous? Combien de mariages ont dû se faire sans que personne ne sache? Combien ont dû tout perdre avant de comprendre? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas de réponse. J'avais seulement de la colère et une détermination qui me brûlait de l'intérieur comme du métal en fusion. Aujourd'hui, le schéma s'arrêtait. Aujourd'hui, elle avait mal choisi. Parce que je n'allais pas rester assis pendant que mon fils allait droit dans le mur. Je me suis levé, j'ai laissé un billet sur la table pour l'eau. J'ai regardé Étienne. On y va. On a encore le temps. Il m'a regardé comme s'il voyait un homme différent de celui qu'il avait rencontré une heure plus tôt. Et c'était peut-être vrai. Peut-être que j'étais différent, parce que quelque chose avait cassé en moi au cours de ces dernières heures. Quelque chose qui me maintenait silencieux, obéissant, confiant. Maintenant, il ne restait qu'un père qui n'allait pas laisser son fils marcher vers le précipice sans essayer de l'en empêcher. On est sorti du café. L'air était frais. Le ciel était complètement obscurci. Les lumières du salon brillaient comme un phare dans la nuit, et je marchais vers elle, sachant que ce que j'allais faire allait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Étienne marchait à côté de moi. Soudain, il s'est arrêté. Il m'a regardé sérieusement et m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Monsieur Georges, j'ai besoin de vous poser une question. Et si votre fils sait déjà? Et si pour lui ça n'a pas d'importance ?» Je me suis figé. Je n'avais pas envisagé cette possibilité. Et si Mathieu savait tout et avait décidé d'aller de l'avant quand même? Et s'il était tellement amoureux, tellement aveugle, tellement convaincu qu'il pouvait la changer, qu'il préférait ignorer la vérité? Et si j'entrais là et que je faisais capoter son mariage pour rien? Et si au final le méchant de l'histoire, c'était moi? Le doute m'a traversé comme un couteau. Mais alors je me suis souvenu de la voix de Mathieu au téléphone éteint. Je me suis souvenu de sa tête gênée quand je l'avais visité. Et j'ai su la réponse. Mathieu ne savait pas. Et j'allais m'assurer qu'il sache. On a contourné le salon par le côté. Il y avait un couloir latéral qui donnait sur l'arrière, là où probablement les mariés se préparaient. Étienne est resté près de l'entrée à surveiller. Moi j'ai marché seul dans ce couloir étroit aux murs blancs et au sol en marbre. J'entendais des voix de l'autre côté, des rires, le son de coupes qui s'entrechoquaient, et puis je l'ai vu. Mathieu était là, seul, devant un grand miroir à cadre doré. Il ajustait sa cravate encore et encore, comme s'il n'arrivait pas à la laisser parfaite. Il portait un costume noir que je ne lui avais jamais vu, neuf, certainement acheté pour l'occasion. Il semblait nerveux, il semblait vulnérable, et à cet instant, en le voyant là, si concentré sur ce petit détail de la cravate, j'ai senti mon cœur se briser en deux. C'était mon fils, mon garçon, et j'avais besoin de le sauver. « Mathieu », ai-je dit doucement. Il s'est retourné vite, surpris. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix n'était pas en colère, elle était surprise, confuse. Il est venu vers moi à pas rapides. « Camille m'a dit que tu ne venais pas. Elle a dit que tu ne te sentais pas bien, que tu avais appelé pour t'excuser. » Je l'ai regardé. Alors c'était le récit qu'elle lui avait raconté. Que j'avais décidé de ne pas venir. Que c'était moi qui avais manqué à l'appel. Comme c'était pratique. Comme c'était parfaitement manipulé. J'ai respiré profondément. Je n'avais pas le temps de tourner autour du pot. Je n'avais pas le temps d'atténuer les choses. Mathieu, elle t'a menti. J'ai payé ce mariage, chaque centime. Et elle m'a mis à la porte de l'entrée. Elle m'a dit que je n'étais pas invité devant tout le monde. Mathieu a froncé les sourcils, s'est passé la main dans les cheveux. Comment ça? Non, papa, ça n'a pas de sens. Ça a dû être un malentendu. Sa voix tremblait un peu. On voyait qu'il essayait de traiter ce que je lui disais,
Mais il n'était pas en colère. Il ne me criait pas dessus, ne me renvoyait pas. C'était bon signe. Il me restait une chance. Camille est très nerveuse, papa. C'est un jour important pour elle. Tu as peut-être mal compris quelque chose. Peut-être que j'avais mal compris. Elle me connaissait parfaitement. Elle m'avait vu des dizaines de fois. On avait passé des heures ensemble à planifier chaque détail de ce maudit mariage. Mais Mathieu cherchait des excuses, cherchait à la protéger, et ça m'a fait plus mal que n'importe quoi d'autre. Mathieu, écoute-moi. Ce n'était pas un malentendu. Elle a dit clairement, « Vous n'êtes pas invité. » Et il y a autre chose. Je me suis approché de lui, j'ai posé la main sur son épaule. Il y a un homme dehors. Il s'appelle Étienne. Il était avec Camille avant toi. Et elle lui a fait exactement la même chose. Elle lui a demandé de l'argent, l'a interrogé sur ses biens, l'a manipulé. Et quand il n'a pas donné ce qu'elle voulait, elle a disparu. Mathieu s'est immobilisé, complètement immobile. « Mais c'est qui, Étienne » a-t-il demandé lentement. Sa voix semblait lointaine, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose qu'il savait devoir savoir, mais qu'il n'arrivait pas à localiser. « Je ne vois pas de quoi tu parles, papa. » Eh bien, à cet instant précis, avant que j'aie pu répondre, avant que j'aie pu montrer les preuves, il y a eu des pas derrière moi. Je me suis retourné. C'était Camille. Et derrière elle, avec ce sourire habituel, se tenait Isabelle. Toutes les deux me regardaient d'un air de marbre, des airs qui ne trahissaient aucune surprise, des airs qui disaient « on savait que ça allait arriver ». Camille est allée droit vers Mathieu, ne m'a pas regardé, comme si je n'existais pas. Elle s'est arrêtée à côté de lui, a pris doucement sa main et a dit avec une voix si douce qu'elle m'a donné la nausée. « Mon amour, tout va bien? Que se passe-t-il » Mathieu l'a regardé et dans ses yeux j'ai vu quelque chose qui m'a anéanti. J'y ai vu de la confiance, j'y ai vu de l'amour, j'y ai vu un homme qui croyait complètement en la femme à côté de lui. Mon père dit qu'il y a eu un problème à l'entrée, il dit que tu l'as mis dehors. Camille a écarquillé les yeux, a porté la main à sa poitrine. Jeu d'actrice parfait. Moi, Mathieu, mon amour, je n'aurais jamais fait ça, je n'étais même pas à l'entrée. J'étais ici en train de me préparer avec les filles. Elle s'est retournée et m'a regardé. Et dans ce regard, dans cette fraction de seconde avant qu'elle parle, j'ai vu quelque chose de froid, quelque chose de calculé, quelque chose qui confirmait tout ce qu'Étienne m'avait raconté. Monsieur Georges, je crois que vous êtes très agité. Je comprends que les émotions soient fortes un jour comme celui-ci, mais vous ne pouvez pas venir ici faire des accusations sans fondement. Isabelle s'est alors approchée, a posé la main sur le bras de Mathieu. Ton père est confus, mon grand. Parfois ça arrive aux personnes âgées. L'émotion prend le dessus. C'est normal. Les personnes âgées. Confus. Elle me dépeignait comme un vieux gâteux qui ne savait plus ce qu'il disait. Mathieu m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Ce n'était pas de la colère, c'était de la pitié. De la pitié. Mon propre fils avait pitié de moi. « Papa » a-t-il dit avec une voix douce, comme s'il s'adressait à un petit enfant. « Va te reposer, s'il te plaît. On en parle après la cérémonie, je te promets qu'on éclaircit tout. Mais là, j'ai besoin que tu me laisses. C'est mon mariage, et je veux en profiter. » J'ai eu l'impression qu'on m'avait poignardé. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus réfléchir. Mon fils me renvoyait. Il me demandait de partir, et tout ça parce qu'elles avaient tissé le mensonge parfait. Et lui, aveuglé par l'amour, ne voyait pas au-delà. Camille a donné un baiser sur la joue de Mathieu. « Merci, mon amour. Je savais que tu comprendrais. » Puis elle m'a regardé, et elle a souri. Ce n'était pas un sourire gentil, c'était un sourire de victoire. Un sourire qui disait « J'ai gagné le vieux. Accepte-le. » Isabelle est restée là, les bras croisés, comme une gardienne protégeant son trésor. Je me suis reculé d'un pas, puis d'un autre. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi dire. Mathieu ne m'écoutait plus. Il m'avait déjà mis de côté, et elles le savaient. Elles avaient planifié chaque mot, chaque geste, chaque instant. Elles avaient prévu que j'allais essayer quelque chose, et elles avaient la réponse parfaite. J'étais devenu le fou, le problème, l'obstacle à éliminer. Je suis sorti du couloir, les jambes tremblantes.
J'avais l'impression que tout s'effondrait autour de moi. J'avais échoué. J'avais dit la vérité à mon fils et il ne m'avait pas cru. J'avais essayé de le sauver et il m'avait renvoyé. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Qu'est-ce qui me restait? Je marchais vers la sortie du salon, longeant le côté, évitant l'entrée principale où des invités arrivaient encore. Étienne m'a vu sortir, s'est approché rapidement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas réussi à répondre. J'ai juste secoué la tête. Il a compris. Il n'a pas cru, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. 77 ans. Et c'était la première fois depuis des décennies que j'avais envie de pleurer en public. Camille avait gagné cette manche, et je me sentais l'homme le plus inutile du monde. On est sorti dans la rue. L'air frais m'a frappé le visage. Je me suis appuyé contre le mur de l'immeuble, j'ai fermé les yeux. J'ai essayé de contrôler ma respiration. « Excuse-moi », ai-je dit à Étienne. J'ai essayé, mais ce n'était pas suffisant. Il a gardé le silence, a allumé une autre cigarette, me l'a proposée. Je n'avais jamais fumé de ma vie. Mais ce soir-là, j'ai accepté. J'ai tiré une bouffée, ça m'a brûlé la gorge. J'ai toussé. Mais d'une certaine façon, ça m'a aidé à ressentir quelque chose d'autre que ce vide horrible que j'avais dans la poitrine. « Ce n'est pas encore fini », a dit Étienne après un moment. Mais je ne l'ai pas cru. Pour moi, c'était fini. Mon fils avait choisi, et il ne m'avait pas choisi moi. C'était ça. Alors mon téléphone a sonné. Je l'ai sorti de ma poche. Ce n'était pas Étienne en train de m'appeler. Étienne était debout à côté de moi. J'ai regardé l'écran, perplexe. Ce n'était pas un appel, c'était un message d'Étienne. J'ai levé la tête vers lui, confus. Il m'a regardé. « Ouvre ». J'ai ouvert. Le message disait « Monsieur Georges, j'ai toutes les conversations. Je les avais gardées parce que je savais qu'un jour elles recommenceraient. Si on veut l'arrêter, il faut montrer ça à Mathieu maintenant, avec des preuves, pas des mots, avec des éléments qu'il ne pourra pas nier. » J'ai levé les yeux. Étienne me regardait, et dans ses yeux j'ai vu quelque chose que j'avais perdu quelques minutes plus tôt. De l'espoir. « On a encore une chance », m'a-t-il dit. Et ce qu'il m'a montré sur son téléphone a tout changé. Étienne a ouvert WhatsApp sur son téléphone, a agrandi l'écran et a commencé à me montrer des conversations complètes, des captures d'écran qu'il avait gardées pendant des mois. Quand on a rompu, m'a-t-il expliqué en faisant défiler les images, je savais que quelque chose n'allait pas. Alors, avant qu'elle me bloque, j'ai fait des captures de tout. Chaque conversation où elle me demandait de l'argent, chaque message où elle s'interrogeait sur mes biens, chaque promesse qu'elle a faite et n'a jamais tenue. Il m'a montré un message. Camille écrivait « Mon amour, j'ai besoin que tu m'aides pour le loyer ce mois-ci. Je te promets que quand on sera mariés, tout sera à nous. On sera une équipe. » Étienne avait répondu « Mais tu m'avais dit que tu avais des économies, Camille. Je les ai utilisées pour réparer la voiture. S'il te plaît, juste cette fois. » Il a continué à faire défiler. D'autres messages, d'autres preuves. « Combien gagnent tes parents? Ton appartement est à ton nom ou à tes parents? Si je vendais ma voiture, tu m'aiderais à en acheter une meilleure? On pourrait la mettre aux deux noms? Tu as un livret d'épargne ou seulement un compte courant? » Chaque question était un coup de poignard. Chaque message était une confirmation de ce qu'Étienne m'avait raconté. Camille n'aimait pas. Camille calculait. Et le pire, c'est qu'elle le faisait avec une telle naturalité, une telle subtilité, que ça ressemblait à une fiancée normale qui pense à l'avenir. Mais ce n'était pas ça. C'était une femme qui exécutait un plan. Et ce plan consistait à extraire tout ce qu'elle pouvait avant de passer à la prochaine cible. « Et voilà le pire », a dit Étienne. Il a ouvert une autre conversation, cette fois entre Camille et Isabelle. Les messages dataient de 6 mois plus tôt, juste au moment où Mathieu et Camille avaient commencé à parler de mariage. Camille écrivait « C'est presque dans ma main. Il faut juste que le père signe l'accord pour financer le mariage. » Isabelle, celui-là est meilleur que le dernier. Le père a une maison sans emprunt. Mathieu est fils unique. Si je l'épouse, tôt ou tard, tout finira par m'appartenir. Isabelle répondait « Parfait, mais ne te précipite pas. Joue bien, fais la passionnée, ne demande pas grand-chose au début, laisse-les offrir. Comme ça, ils ne se méfient pas. » Camille. « Je sais, j'ai déjà fait ça.
Je connais le fonctionnement. J'ai senti que je respirais de nouveau. Pour la première fois depuis que j'étais sorti de ce couloir, j'ai senti qu'il y avait une issue. J'avais des preuves, j'avais un témoin, j'avais la vérité. Ce n'était plus ma parole contre la sienne. C'était une évidence concrète, noir sur blanc, des messages qu'elle avait écrits elle-même, des conversations qu'elle ne pourrait pas nier. « Étienne », ai-je dit en lui saisissant le bras. « C'est ce qu'il nous fallait. C'est ce que Mathieu doit voir. » Il a acquiescé. C'est pour ça que je les avais gardées, parce que je savais qu'elle ne s'arrêterait pas, que je savais qu'elle chercherait quelqu'un d'autre. Et quand Bernard m'a contacté, quand il m'a raconté votre histoire, j'ai compris que c'était l'heure de s'en servir, pas par vengeance, pour qu'un autre homme ne passe pas par ce que j'ai vécu. On est retourné au café. Étienne a demandé à utiliser une table au fond, a sorti son ordinateur portable de sa sacoche, l'a ouvert, a connecté son téléphone, a téléchargé toutes les captures d'écran dans un dossier, les a organisées par date, me les a remontées. Mais cette fois sur le grand écran, avec plus de détails, plus de contexte. Il y avait des dizaines de conversations, des centaines de messages, un schéma clair, répété, systématique. Camille qui s'interrogeait sur l'argent, Isabelle qui orientait comment extraire, Camille qui parlait d'investissement pour l'avenir qui étaient en réalité des façons d'accéder aux comptes bancaires, Isabelle qui suggérait un mariage rapide pour garantir des droits légaux. C'était un manuel complet, un véritable guide pour chasser des hommes fortunés et détruire leur vie sans laisser de traces évidentes. « Il faut interrompre la cérémonie », ai-je dit. Étienne m'a regardé sérieusement. « Vous êtes sûr ? Parce que si on fait ça, il n'y a pas de retour en arrière. Votre fils devra choisir la même, devant tout le monde. Soit il nous croit, soit il la croit. Et quelle que soit sa décision, plus rien ne sera comme avant. » J'ai réfléchi une seconde, une seule, parce que la vérité était qu'il n'y avait pas d'autre option. Si je laissais ce mariage se poursuivre, Mathieu allait signer des documents, allait lier légalement sa vie à celle de Camille, et quand il découvrirait la vérité, il serait trop tard. « On attend le bon moment », a dit Étienne. « Quand le prêtre demandera si quelqu'un connaît un empêchement, c'est là qu'on parle. C'est là qu'on montre tout. Et si Mathieu me déteste après ? La question m'a échappé avant que je puisse la retenir. C'était ma plus grande peur, plus grande que de perdre l'argent, plus grande que l'humiliation publique, que mon fils me déteste, que je sois responsable d'avoir brisé le plus beau jour de sa vie, qu'il ne me pardonne jamais. Étienne a fermé son ordinateur portable, m'a regardé dans les yeux et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Monsieur Georges, et si vous ne faites rien ? Et si dans 5 ans il découvre seul qu'on l'a utilisé ? Et s'il a perdu sa maison, ses économies, sa capacité d'aimer ? Et s'il a des enfants avec elle et qu'il découvre la vérité après ? Qu'est-ce qui fera plus mal ? Vous avoir sauvé aujourd'hui, ou vous avoir laissé tomber en sachant que vous pouviez l'éviter ? » Il avait raison. Toute ma peur, tout mon doute, toute mon insécurité, c'était de l'égoïsme. Ce n'était pas à propos de Mathieu. C'était à propos de moi, de comment j'allais m'en sortir, de comment j'allais me sentir. Mais ça n'avait jamais été à propos de moi. C'était à propos de mon fils, c'était à propos de le protéger. C'était à propos de faire ce qui était juste, même si ça faisait mal, même s'il me détestait, même s'il ne me pardonnait jamais. Parce que c'est ça que font les pères. Ils prennent les décisions difficiles, ils portent le poids, ils absorbent le coup pour que leurs enfants n'aient pas à le faire. « Allons-y », ai-je dit. Étienne s'est levé, a tout rangé dans sa sacoche. On est sortis du café ensemble. La cérémonie était sur le point de commencer. Le soleil s'était couché entièrement. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel et je marchais vers ce salon, sachant que j'allais changer le cours de la vie de mon fils. On est arrivé à l'entrée principale du salon Lumière. Les invités étaient tous à l'intérieur. On entendait de la musique douce, on voyait les lumières tamisées à travers les fenêtres. Un serveur nous a arrêtés à la porte. « Excusez-moi, messieurs, la cérémonie va commencer. Je ne peux pas vous laisser entrer. » J'allais répondre, j'allais insister, j'allais faire ce qu'il fallait pour entrer. Mais alors j'ai entendu une voix derrière nous, une voix que je connaissais très bien. « Laissez-les passer, jeune homme. Ils sont avec moi. » Je me suis retourné. C'était le père Gilles, le prêtre qui allait célébrer le mariage. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux grisonnants, soutane noire,
regard serein. Je le connaissais depuis des années. Il avait baptisé Mathieu. Il avait été présent dans les moments importants de notre famille. « Père, ai-je dit, surpris, qu'est-ce que vous faites dehors ?» Il a esquissé un léger sourire. Je prenais l'air. Parfois, avant une cérémonie, j'ai besoin d'un moment de silence. Mais je vois que vous aussi vous avez besoin d'entrer, Georges. Je me suis approché de lui. Je lui ai tout raconté rapidement. Camille, Isabelle, Étienne, l'épreuve, ce que j'avais découvert. Le père Gilles a écouté en silence, ne m'a pas interrompu, ne m'a pas jugé. Il a seulement écouté. Et quand j'ai eu fini, quand je lui ai montré quelques-uns des messages sur le téléphone d'Étienne, il a soupiré profondément, a retiré ses lunettes, s'est frotté les yeux, et alors il m'a dit quelque chose qui m'a donné la force dont j'avais besoin pour continuer. Il m'a regardé dans les yeux et d'une voix ferme, claire, pleine de conviction, il m'a dit « Georges, si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant. Parce que devant Dieu, un mariage construit sur des mensonges n'est pas un sacrement, c'est une condamnation. Je refuse d'être complice de condamner votre fils à une vie de tromperie. » Il a fait une pause, puis a ajouté « Quand viendra le moment dans la cérémonie, quand je demanderai si quelqu'un connaît un empêchement, je veux que vous parliez, je veux que vous montriez ce que vous avez, et je m'assurerai que tout le monde vous entende. Parce que mon devoir n'est pas de marier des gens. Mon devoir est de protéger le sacrement du mariage. Et ce n'est pas un mariage, c'est une fraude. » Le père Gilles nous a fait signe de le suivre, et on est entré ensemble dans le salon. On est entré par une porte latérale. Le père Gilles marchait en tête, sa soutane noire effleurant le sol en marbre. Étienne et moi suivions en silence. Une douce musique emplissait l'espace. C'était une mélodie instrumentale, romantique, de celle qu'on utilise dans les mariages pour créer une atmosphère. Toutes les chaises étaient occupées. 200 personnes habillées élégamment attendaient le début de la cérémonie. Personne ne nous a vus entrer. Tout le monde regardait vers l'avant, vers l'arche d'hortensia blanche, où Mathieu se tenait déjà, les mains croisées devant lui en attente. On s'est assis dans la dernière rangée, contre le mur. De là, on avait une vue complète sur le salon. Je voyais tout, chaque détail, chaque visage, et je sentais mon cœur battre si fort que j'avais l'impression que tout le monde allait l'entendre. Camille est apparue à l'entrée du salon. Elle portait cette robe blanche en dentelle que j'avais aidé à payer, les cheveux relevés avec de petites fleurs blanches, le bouquet de roses à la main. Elle était magnifique. Je ne pouvais pas le nier. Elle savait exactement comment paraître parfaite, comment sourire de la bonne façon, comment avancer avec cette élégance étudiée qui fait que tout le monde la regarde. Elle a commencé à remonter l'allée centrale, lentement, au rythme de la musique. Et puis, à mi-chemin, elle a légèrement tourné la tête sur le côté. Elle m'a vu. Ses yeux ont croisé les miens, et à cet instant j'ai vu tout le masque parfait se fissurer. Elle est devenue pâle. Son sourire s'est figé. Ses mains ont serré le bouquet si fort que j'ai cru qu'elle allait écraser les tiges. Elle a fait un petit signe de tête discret vers la droite, en direction d'Isabelle qui était assise. Isabelle m'a aussi vu. Elle s'est tendue, s'est penchée vers la femme à côté d'elle et a chuchoté quelque chose à son oreille. La femme a regardé en arrière vers moi, puis a de nouveau regardé vers l'avant. Camille a continué à marcher, mais ce n'était plus la même. Ses pas étaient plus rapides, moins assurés. La musique continuait à jouer, mais je ne l'entendais plus. Je ne voyais que mon fils debout à cet autel qui attendait. Je ne voyais que Camille s'approcher de lui avec ce mensonge habillé en blanc, et je sentais que chaque seconde qui passait était une seconde de plus avant que j'arrête tout ça. Étienne était à côté de moi, l'ordinateur portable fermé sur les genoux, en attente du moment. Le père Gilles était près de l'autel, les mains jointes, observant Camille arriver. Son visage n'exprimait aucune émotion, seulement le calme. Un calme qui me donnait de la force. Camille est arrivée à l'autel. Mathieu lui a souri, lui a tendu la main. Elle l'a prise, mais je voyais comme elle tremblait. Ses doigts n'étaient pas fermes. Le sourire était forcé. Elle s'est arrêtée devant Mathieu, me tournant le dos, mais toutes les quelques secondes elle tournait légèrement la tête, comme si elle voulait vérifier que j'étais encore là, comme si elle espérait que je serais parti. Mais je n'allais pas partir, pas cette fois. Le père Gilles a levé les mains. La musique s'est arrêtée. Le silence a envahi le salon,
un silence si profond qu'on entendait sa propre respiration. « Mes sœurs, mes frères », a-t-il commencé de sa voix grave et posée. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour être témoins de l'union de Mathieu et Camille dans les liens sacrés du mariage. Chaque mot était un pas de plus vers le moment, vers la vérité, vers la fin de cette farce. Le père Gilles a parlé de l'amour, de l'engagement, de l'honnêteté, et pendant qu'il parlait, je voyais Camille devenir de plus en plus tendue, de plus en plus rigide. Mathieu la regardait avec tendresse, avec un amour sincère, et ça me déchirait le cœur, parce qu'il ne savait pas. Il ne voyait pas ce que je voyais. Il croyait en cette femme, il croyait en cet amour, et dans quelques minutes, il allait découvrir que tout avait été un mensonge. Le père Gilles a continué avec les lectures traditionnelles, les bénédictions, les paroles qu'on prononce dans tous les mariages. Mais sa voix semblait différente, plus lente, comme s'il me donnait du temps, comme s'il préparait la scène pour ce qu'il savait qui allait se passer. Et puis le moment est arrivé. Le moment qu'on attendait. Si quelqu'un présent connaît un empêchement pour lequel ces deux personnes ne devraient pas s'unir dans les liens du mariage, a dit le père Gilles en regardant directement l'assemblée, qu'il parle maintenant, ou qu'il se taise pour toujours. Le silence qui a suivi était assourdissant. On sentait les yeux de 200 personnes fixés sur l'autel. Personne ne s'attendait à ce que quelqu'un parle. Ça n'arrive jamais. C'est juste une formalité, une tradition. Mais cette fois, ça allait arriver. Je me suis levé lentement. J'ai entendu mes genoux craquer. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. J'ai entendu des murmures. Quelqu'un a chuchoté « Qui c'est ?» Un autre a dit « C'est le père du marié ». J'ai marché vers l'allée centrale. Étienne s'est levé derrière moi, et ensemble nous avons commencé à avancer vers l'autel. Mes pas résonnaient sur le sol en marbre. Chaque pas était une décision. Chaque pas était un point de non-retour. J'étais à mi-chemin dans l'allée quand Camille a finalement réagi. Elle a lâché la main de Mathieu et est venue vers moi à pas rapides, furieux. Ses talons claquaient sur le marbre comme des coups de marteau. « Monsieur Georges, c'est le comble. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas invité. » Sa voix semblait ferme, mais je voyais comme ses mains tremblaient, comme elle serrait le bouquet de roses si fort que quelques pétales commençaient à tomber. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé dans les yeux. Et alors, avec la voix la plus calme que j'ai pu rassembler, j'ai prononcé les mots que j'avais répétés dans ma tête pendant tout le trajet. Je ne suis pas venu seul, Camille. Je suis venu avec un invité très spécial qui voulait vraiment te voir. Son sourire s'est figé. Ses yeux se sont remplis de confusion d'abord, puis de peur. Quel invité! Mais sa voix n'était plus ferme. C'était un fil, un murmure brisé. Elle a reculé d'un pas quand j'ai fait un geste de la main vers la dernière rangée du salon. « Étienne », ai-je dit simplement. « Étienne Moreau, je crois que tu te souviens de lui. » Le nom est tombé sur elle comme une sentence. J'ai vu tout le sang quitter son visage, j'ai vu ses lèvres s'ouvrir sans émettre aucun son, j'ai vu ses genoux sur le point de lâcher. Étienne s'est levé de la dernière rangée, a commencé à marcher par l'allée centrale, lentement, la sacoche à la main. Chacun de ses pas résonnait dans le silence absolu qui était tombé sur le salon. Et Camille le regardait s'approcher comme quelqu'un qui voit un fantôme, comme quelqu'un qui voit le passé marcher vers lui pour réclamer chaque mensonge. Quand Étienne est arrivé à ma hauteur, Camille a reculé jusqu'à buter contre l'autel, s'est accrochée au bord d'une main. L'autre tenait encore le bouquet, qui tremblait maintenant comme si le vent soufflait. « Non », a-t-elle chuchoté, puis plus fort. « Non, ça ne peut pas se passer comme ça. » Des invités ont commencé à murmurer. Une dame a demandé « Qui est cet homme ?» Une autre a dit « Pourquoi Camille est-elle si pâle ?» Isabelle a essayé de se lever de sa place, mais quelqu'un l'a involontairement bloquée, simplement parce que l'allée était pleine de monde. Étienne m'a regardé. J'ai acquiescé. Et alors il a pris la parole avec cette voix calme que seule la certitude de dire la vérité confère. « Bonjour Camille. Ça fait longtemps. » Il s'est tourné vers l'assemblée. « Je m'appelle Étienne Moreau. Il y a 1 an et demi, moi aussi j'allais épouser Camille. Moi aussi j'avais tout payé. Moi aussi je croyais qu'elle était l'amour de ma vie. Jusqu'à ce que je découvre que je n'étais qu'un nom sur une liste,
qu'une cible dans un plan qu'elle et sa marraine Isabelle exécutent encore et encore. Camille a essayé de reprendre ses esprits, s'est redressée, s'est tournée vers le père Gilles dans une dernière tentative désespérée de contrôler la situation. « Père, s'il vous plaît, faites sortir ces messieurs. C'est du harcèlement. On vous avait dit que le père du marié avait des problèmes. » Sa voix tremblait à la fin de chaque phrase. Certains invités qui ne comprenaient pas ce qui se passait ont commencé à murmurer. Une dame plus âgée au fond a crié « Quel manque de respect d'interrompre un mariage !» Un homme en costume gris s'est levé. « Il faudrait appeler la sécurité. » Mais je voyais comment d'autres invités, ceux qui étaient plus proches de l'hôtel, ceux qui pouvaient voir le visage de Camille, commençaient à douter, à froncer les sourcils, à se demander pourquoi elle était si agitée, si ce n'était qu'un malentendu. Isabelle s'est levée de sa place, essayant d'atteindre Camille, mais 2 personnes l'ont bloquée sans le faire exprès, simplement parce que l'allée était bondée. J'ai continué à avancer. Je n'ai pas m'arrêté. Je suis arrivé jusqu'en bas. J'ai regardé Camille, puis j'ai regardé Mathieu. Mon fils m'observait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la colère, pas de la surprise, c'était autre chose. Quelque chose que je ne comprenais pas. « Mathieu », ai-je dit d'une voix ferme, « j'ai besoin de te montrer quelque chose. J'ai des preuves que cette femme ne t'aime pas, qu'elle ne fait que t'utiliser, qu'elle a fait la même chose à d'autres hommes avant toi. » Camille a lâché un rire nerveux. « Des preuves? Quelles preuves? C'est de la folie. » Elle s'est accrochée au bras de Mathieu. « Mon amour, s'il te plaît, ne l'écoute pas. Il délire. Ton père n'arrive pas à accepter que tu n'es plus un enfant. Il est jaloux. » J'ai sorti mon téléphone. Étienne a sorti l'ordinateur portable. « Ce n'est pas du délire, ai-je dit. Ce sont des messages, des conversations, des preuves. » Alors Mathieu a parlé. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans le salon. D'une voix claire, ferme, sans tremblement, sans hésitation. Il a dit « Il est invité, Camille. » Tout le monde s'est tu. Même les murmures se sont arrêtés, jusqu'au bruit de l'extérieur qui semblait s'être tu. Camille l'a regardée confuse. « Comment ça ?» Mathieu a lâché sa main, a fait un pas en arrière. « Mon père est invité. C'est moi qui l'ai invité. » Camille a secoué la tête. « Non, mon amour, tu es confus. On en avait parlé. Il n'allait pas venir parce que... » Mathieu l'a interrompu. « Parce que tu m'avais dit qu'il ne se sentait pas bien. Mais je savais que c'était un mensonge. Parce qu'il y a 3 jours, mon père est venu à mon bureau et m'a tout montré. » Le salon a explosé en murmures. Les gens ont commencé à se parler entre eux. Camille a reculé d'un pas. Son visage avait perdu toute couleur. « Mathieu, de quoi tu parles ?» Mais sa voix n'était plus assurée. Elle était brisée, effrayée. Mathieu m'a regardé, et alors il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a souri. Ce n'était pas un sourire triste, c'était un sourire de connivence, de victoire partagée. « On a réussi, papa. On a réussi. » Et à cet instant j'ai compris. Mathieu savait. Mathieu avait su depuis le début, et il avait joué le jeu. Il avait fait semblant de croire Camille. Il avait fait semblant d'être en colère contre moi dans ce couloir. Il avait laissé tout se dérouler, non pas pour l'épouser, mais pour la démasquer, pour que tout le monde voie, pour que la vérité éclate de la façon la plus publique qui soit. Mathieu m'a regardé et a souri. Et à cet instant, tout le monde dans le salon a compris que ce n'était pas une interruption. C'était un plan. Un plan qu'on avait monté ensemble. Un plan pour démasquer Camille devant tous ses invités, devant sa famille, devant Isabelle. Et je n'avais pas été seul. Je n'avais jamais été seul. Mon fils avait cru en moi depuis le premier instant. Mathieu s'est tourné vers les invités. Sa voix a rempli toute la salle. « Il y a 3 jours, a-t-il commencé, mon père est venu à mon bureau. Pas par téléphone, pas par message. Il est venu en personne, s'est assis en face de moi et m'a dit « Mathieu, j'ai besoin de te montrer quelque chose qui va changer ta vie. » Il a fait une pause, a regardé Camille. Elle était paralysée. Au début, j'ai cru qu'il exagérait. J'ai cru que c'était de la jalousie ou de la peur de me perdre. Mais alors il m'a montré les messages, les captures d'écran, les photos, les témoignages, et il m'a présenté un homme qui s'appelle Étienne Moreau.
Un homme qui était exactement là où j'étais, amoureux de la même femme, croyant aux mêmes promesses, payant pour les mêmes mensonges. Étienne s'est levé de là où il se tenait au fond du salon. Il a marché lentement par l'allée centrale. Tout le monde le regardait. Personne ne savait qui il était. Camille l'a vu s'approcher et a reculé encore d'un pas. « Non », a-t-elle chuchoté. « Non, non, non. » Mais Étienne a continué à marcher jusqu'à l'hôtel, s'est arrêté à côté de moi, et avec une voix tranquille, sereine, a commencé à raconter son histoire. « Je m'appelle Étienne Moreau. Il y a 1 an et demi, j'allais aussi épouser Camille. J'avais aussi tout payé. Je pensais aussi qu'elle était l'amour de ma vie, jusqu'à ce que je découvre que je n'étais qu'un nom de plus sur une liste, qu'une cible de plus dans un plan qu'elle et sa marraine Isabelle exécutent l'une après l'autre. » Isabelle s'est levée. « C'est absurde. Je ne connais pas cet homme. Ils inventent tout pour gâcher ce mariage. » Mais sa voix tremblait. Mathieu l'a fixée. « Vous ne le connaissez pas. Alors comment expliquez-vous que j'ai des captures d'écran de messages entre vous et Camille, où vous parlez de lui, où vous l'appelez par son nom, où vous dites « le précédent n'a pas marché mais celui-là va marcher ». Étienne a sorti son ordinateur portable, l'a ouvert, l'a connecté au projecteur qui était préparé pour diffuser la vidéo de mariage, et soudain, sur le grand écran accroché derrière l'autel, les messages sont apparus, l'un après l'autre, pour que tout le monde les lise. Des conversations entre Camille et Isabelle, entre Camille et Étienne, entre Camille et un autre homme que je ne connaissais pas. Partout le même schéma, partout les mêmes questions, partout le même plan. On a décidé de laisser les choses aller jusqu'au bout, a continué Mathieu. Sa voix a tremblé légèrement. J'ai vu comme il serrait les poings, comme il retenait des larmes qui n'étaient pas de tristesse mais de rage, de douleur de quelqu'un qui a fait confiance et a été trahi de la pire façon. Parce qu'on voulait que vous tous voyiez qui est vraiment la femme qui était sur le point de devenir mon épouse. Ce n'était pas seulement moi qui avais besoin de savoir la vérité, ma famille aussi, ses amis aussi, tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui en croyant que c'était de l'amour. Il s'est tourné vers les invités de Camille, vers sa mère qui pleurait dans le premier rang, vers ses amis aux yeux écarquillés, vers ses cousins, ses oncles, ses collègues de travail. Elle vous a tous trompés. Elle m'a fait croire qu'elle m'aimait. Elle vous a fait croire qu'on était heureux. Elle vous a fait croire que c'était le jour le plus important de ma vie. Mais chaque baiser était un mensonge. Chaque « je t'aime » était un calcul. Chaque sourire était du jeu. Depuis le premier instant, depuis le premier jour où on s'est rencontrés, elle mesurait déjà combien elle pouvait tirer de moi avant de passer au suivant. Camille a commencé à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Il n'y avait pas de regret dans ses yeux. Seulement de la colère, seulement l'impuissance de quelqu'un qui voit son plan parfait s'écrouler devant 200 personnes. Isabelle a de nouveau essayé de prendre la parole. « C'est ridicule. Vous ne pouvez pas croire à ça. Ils inventent tout. Camille est une femme bien. Mathieu est confus. » Mais personne ne l'écoutait. Tout le monde regardait l'écran, lisait les messages, voyait les preuves. Une dame au fond a crié « Camille, comment tu as pu ?» Une autre femme qui semblait être sa tante s'est levée et est sortie du salon en pleurant. Un homme, peut-être un cousin, secouait la tête. « Je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange chez elle », a-t-il murmuré assez fort pour que les autres entendent. Le salon s'était transformé en tribunal, et Camille était l'accusée, sans défense possible, parce que les preuves étaient là sur le grand écran pour que tout le monde les voie. Étienne continuait à faire défiler les images, plus de messages, plus de conversations. Quand on sera marié, tout sera à nous. J'ai besoin que tu m'aides pour la voiture. Combien vaut ton appartement? Tes parents ont des biens immobiliers? Chaque message était un coup de poignard, chaque capture était une preuve de plus. Et Camille ne niait rien, ne pouvait rien nier, parce que tout était là, écrit de sa main, avec ses propres mots, avec sa propre stratégie. Le père Gilles observait tout en silence. Puis il a regardé Camille. « Mon enfant, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Camille a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Mais aucun mot n'est sorti, seulement un sanglot étouffé. Elle a couvert son visage de ses mains, et dans ce geste, dans ce silence, tout le monde a su que c'était la vérité. Je me suis approché de l'autel. J'ai regardé Camille.
Je ressentais tant d'émotions que je ne savais plus laquelle était la plus forte. La colère, la tristesse, le soulagement. J'ai payé ce mariage, ai-je dit d'une voix calme, parce que je voulais voir mon fils heureux. J'ai payé chaque centime, chaque détail, chaque fleur, chaque plat, chaque seconde de musique. Je l'ai fait parce que c'est ce que font les pères. On donne tout pour nos enfants. Mais je ne vais pas payer un mensonge. Je ne vais pas financer une arnaque. Je ne vais pas laisser mon fils être utilisé comme vous avez utilisé d'autres avant lui. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai cherché le numéro du directeur du salon. J'ai composé. J'ai mis le haut-parleur pour que tout le monde entende. « Monsieur Pelletier, en quoi puis-je vous aider ?» a dit la voix de l'autre côté. « Je veux annuler tous les paiements en attente pour le mariage de mon fils immédiatement. Il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas de réception. Annulez tout. » Il y a eu un silence de l'autre côté. « Vous êtes certain ? Les prestataires sont déjà là. Le groupe, le traiteur. Absolument certain. Annulez tout. Je paierai ce qui correspond au travail déjà effectué, mais il n'y a pas de mariage. » J'ai raccroché. J'ai regardé Camille. « Je ne permettrai pas que mon fils soit le prochain nom sur votre liste. » Elle m'a regardé avec de la haine, avec de la rancœur pure. « Vous avez tout gâché, » a-t-elle dit d'une voix brisée. « Vous et votre maudite obsession de contrôler votre fils. » J'ai souri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. « Non, Camille, je n'ai rien gâché. J'ai sauvé mon fils. Vous vous êtes détruite toute seule le jour où vous avez décidé que les gens n'étaient que des chiffres sur un compte en banque. » Les invités ont commencé à se lever. Certains se sont approchés de Mathieu pour le serrer dans leurs bras, pour lui dire qu'il avait bien fait. D'autres partaient directement, irrités, confus, déçus. Une femme s'est approchée d'Isabelle et a crié « Tu savais tout ? Tu es aussi coupable qu'elle. » Isabelle a essayé de se défendre, mais personne ne voulait l'entendre. Elle est sortie du salon en courant, son sac à la main, sans regarder en arrière. Camille est restée là sur l'autel, dans sa robe blanche, avec son bouquet de roses, complètement seule. Personne ne la consolait, personne ne la défendait, parce que tout le monde avait vu la vérité, et la vérité n'avait pas besoin d'explication. Étienne m'a posé la main sur l'épaule. « Merci de m'avoir laissé faire partie de ça, monsieur Georges. J'ai enfin l'impression d'avoir tourné la page. » Je lui ai serré la main. « Merci à vous. Sans votre aide, rien de tout ça n'aurait été possible. » Mathieu est venu vers moi. On s'est regardé en silence un moment, puis il m'a enlacé. Il m'a serré fort, comme quand il était enfant, comme quand il avait peur et que j'étais le seul à pouvoir le protéger. « Merci, papa », a-t-il chuchoté à mon oreille. « Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir continué à essayer même quand je t'ai renvoyé. » C'était une partie du plan. Il fallait qu'elle se sente en sécurité. Il fallait qu'elle ne se doute de rien. Je l'ai serré plus fort. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. « Tu n'as pas à me remercier, mon fils. C'est ce que font les pères. Ils protègent, même si ça fait mal, même si ça coûte tout. » On s'est séparés. Il m'a regardé avec ses yeux qui étaient ceux de sa mère, et il a souri. Un sourire vrai, un sourire libéré. On est sortis ensemble du salon, père et fils, marchant côte à côte sous les lumières de la nuit, laissant derrière nous cet endroit qui avait été construit sur des mensonges, sur de la manipulation, sur de fausses promesses. L'air frais a empli mes poumons, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Je n'ai pas sauvé mon fils avec des cris, pas avec de la violence. Je l'ai sauvé avec la vérité. Et cette vérité a fait mal. Elle a fait plus mal que je ne saurais l'exprimer avec des mots. Mais c'était la seule façon de le libérer d'une cage qu'il ne savait pas qu'il était en train de construire. Parfois l'amour n'est pas doux. Parfois l'amour est dur, courageux. C'est se mettre devant tout et dire « Non, ça n'arrivera pas. Pas tant que je serai là. » Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous laissé votre fils épouser quelqu'un qui ne le voyait que comme un chiffre sur un compte? Ou auriez-vous lutté jusqu'au bout, même si on vous détestait pour ça? Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Votre histoire compte aussi. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti quelque chose en l'écoutant, regardez les vidéos qui passent sur l'écran maintenant et abonnez-vous au canal en cliquant sur la petite cloche qui apparaît à l'écran. Chaque abonnement est une façon de me dire que ces histoires valent la peine d'être racontées. Et moi, je continuerai à les raconter. Pour vous, pour tous ceux qui ont connu cette douleur,
et pour tous ceux qui ont encore besoin de l'entendre.